Salut à tous. Salut. Bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. On est sur le format Restons connectés, le format actu hebdomadaire, hebdomadaire quand on peut, quand on a le temps, enfin c'est hebdomadaire le maximum de temps possible. Donc on va parler actu aujourd'hui, on va faire du suivi de dossier, on va voir des choses nouvelles, on va faire des big up à certains combattants et puis voilà, on va essayer de dérouler tout ça. Que je n'oublie pas, la semaine prochaine, c'est pour ça que je dis hebdomadaire quand on a le temps, parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode actu, pour la simple et bonne raison que moi je serai en tout cas sur la Fight Week de Nora Cornell pour l'UFC Paris. Donc jeudi, vendredi, ça sera des jours intenses puisque c'est le cutting, c'est toutes ces choses-là, c'est la pesée. Donc voilà, pas le temps d'enregistrer un podcast. Je serai focus à 100% sur cet événement-là. Donc voilà, pas d'épisode la semaine prochaine pour ça. Par contre, on fera un épisode débrief, bien sûr, de l'UFC après, justement, comme on vous l'avait dit, en inside, l'un dans le public et l'autre dans les vestiaires. Parce que je vais On va rester couvrir tous dans les les angles. vestiaires, exactement, tous les prismes de l'UFC. Donc voilà, on va commencer avec ces actus. Et une actu toute fraîche, Saladin Parnasse, qui donc a été provoqué par le champion welterweight du KSW après sa victoire samedi 19 août, donc c'était là, samedi dernier, où il a défendu en fait son titre des poids plumes contre le champion intérimaire Robert Rochala, qui était invaincu jusqu'alors, je crois qu'il était à 9-0. Ils se sont affrontés, ça a été une nouvelle fois une masterclass de Saladin Parnasse qui a fini d'une manière peu commune, puisqu'il a fini avec un coup de pied au ventre, en fait, tout simplement, enfin, qui a sûrement dû toucher le foie, mais qui a coupé en deux. En fait, son adversaire Rochala était au sol, il subissait le grand end pound, et en fait, de debout, il est arrivé, il l'a shooté. On dit que Saladin, c'est le Kylian Mbappé du MMA, bah voilà. Un petit pointu. C'est ça, il a mis un petit pointu du gauche dans les côtes ou dans le foie de Rochala, qui a eu raison de lui et qui l'a coupé en deux. Donc, fin de combat à ce niveau-là. Masterclass, quelques petites alertes sur des coups de poing retournés, ce genre de choses qui ont été un petit peu, qui auraient pu être un peu dangereuses pour Saladin, même si ça a été très bien géré. Mais dans les grandes lignes, quand même, que ça soit en boxe, dans sa gestion du cadrage, c'était une masterclass. En lutte, avec ses rabassements de jambes à la cage où il venait saisir les jambes de Rochala et puis il tirait, l'autre tombait, que ça soit au sol, enfin, il lui a pas laissé en fait un espace pour pouvoir un peu s'exprimer. Non, c'était facile. C'était trop facile. C'est ça. Et Rochala est fort. Hein. Oui. Il est, même au niveau des classements mondiaux, il est vraiment bien classé. Hein. C'est vraiment un top fighter. Donc, tu lui mets qui après, c'est compliqué hein, au KSW. En fait, là, il arrive à une limite. Bah, disons que déjà dans les poids plumes, c'est sûr. Dans les poids plumes, il roule sur tout le monde, c'est sûr et certain. Poids léger, donc il est monté, il avait gagné la ceinture intérimaire avec beaucoup de facilité. Il devait défendre, en tout cas, il devait combattre pour la ceinture légitime, contre incontestée contre Marianne. Ça, c'est pas fait. On en a parlé dans les semaines précédentes. Finalement, il a eu cette ceinture. Bon, il pourrait essayer de la défendre déjà dans cette catégorie-là, parce que mais il n'y a pas grand monde. Franchement, le seul vrai test dans cette catégorie, c'était Marianne. Parce que Marianne, pour le coup, est vraiment fort. Sauf que ce combat, il n'arrivera jamais. Il se fera jamais de toute façon. Et donc, il a la ceinture dans ces deux catégories-là. Et suite à ça, il y a Adrian Bartosinski, qui est champion des welter, qui a 13-0, dont 12 finishes. La seule fois en fait où il a fait une décision, c'était sur son premier combat. Depuis, il a 12 finishes. Qu'il l'a appelé sur les réseaux sociaux pour le provoquer et lui demander de venir chercher sa propre ceinture, tu sais, dans cette catégorie des welter. Donc, pourquoi pas? De toute façon, alors, c'est deux catégories au-dessus. Alors, j'explique le pourquoi pas. En fait, il faut expliquer le pourquoi pas. C'est deux catégories au-dessus, donc c'est compliqué parce que c'est une grosse prise de poids. C'est aussi un risque de prendre autant de volume parce qu'on sait que quand il fait une montée, on l'a vu quand il est monté en léger, il le fait avec beaucoup de sérieux. Donc, ça veut dire que c'est pas que une montée à la Adesanya où il se dit bon bah je fais pas le cutting et puis en fait j'y vais. Il fait une grosse prise de masse. On sent qu'il le prend vraiment au sérieux.
Il a un gabarit qui sera forcément moindre, notamment avec sa taille, parce que c'est pas non plus un mec qui est super grand, donc en termes d'allonge, ça peut jouer. Alors c'est vrai qu'il y a des risques, parce que s'il monte, le gros risque, c'est qu'il ne puisse plus du tout jamais redescendre en plume. Tu vois qu'au mieux ils sont en léger, mais qu'il ne puisse plus redescendre en plume, parce que déjà sa montée en léger ça a été très compliqué pour lui de redescendre en plume. Son cutting, il a été dur. Maintenant, s'il monte, je pense pas qu'il fasse une prise de masse de fou, tu vois. C'est juste voilà, il va rester à son poids hors combat, il doit être à 77, ça là. Il doit être dans ces eaux-là, finalement. Oui, mais je pense qu'il montera quand même un petit peu. 77, c'est 84. Pour moi, Tu le vois, step, il est trop gros. le step est trop gros. Par contre, le challenge, il est beau. Et je m'explique pourquoi. Ouais, oui. Parce que ça serait en fait le premier triple champion du KSW, mais aussi le premier triple champion de l'histoire du MMA, de ce que j'ai cru comprendre. Je suis pas sûr. Je sais pas du tout. Je peux pas dire, mais en tout cas, d'une organisation majeure, oui, ça c'est sûr. Oui, alors attends, quand je parle de l'histoire du MMA, je parle de l'histoire du MMA dans les organisations majeures, tu vois, que ce soit l'UFC, le Bellator, le KSW, le Cage Warrior, enfin, tu vois, toutes ces organisations-là, je crois, Ouais. si je me trompe pas, Non, qu'il non, n'y a ça pas s'est de jamais triple, il n'y a vu. jamais eu de triple champion. Non. Il y a eu des mecs qui ont combattu et gagné dans 3 catégories différentes, mais être champion, non, ça s'est jamais fait. Donc, pour l'histoire, lui qui veut marquer les esprits, qui veut aller chercher challenge après challenge, des choses qui vont grossir sa legacy, et surtout, en plus, d'arriver avec les meilleures conditions si Ah bah jamais il va à là, l'UFC. là tu rentres par la grande porte et là l'offre, c'est sûr que c'est pas la même. C'est ça. Il sera pas sur du 12+12. Ça, c'est sûr et certain. Donc ouais, non, par contre, c'est un challenge. C'est un vrai challenge. Et Maintenant connaissant, le truc, je me demande, hein, je crois qu'il est en fin de contrat là au KSW. ouais. Le truc c'est qu'ils vont pas trop signer pour un seul combat. Ça c'est sûr. Ils vont pas te laisser battre leur champion et tu te barres à l'UFC, tu vois. Ils vont te Allez, salut. proposer au moins 3 ou 4 combats. Donc tu te bloques encore de au moins 2 ans. Ouais, peut-être, ou peut-être pas, parce que il a quand même un statut qui est particulier au KSW, tu vois. Et je suis pas sûr qu'ils aient les mêmes politiques que l'UFC. Enfin, tu sais, je pense que si l'UFC après c'est dans la négociation. Tu vois, une clause de sortie UFC, par exemple, c'est possible. Arès le fait. Pourquoi pas le KSW? Ouais. Non, je pense que ça se négocie. Enfin, tu vois, je pense que dans les négociations, ça peut se faire. Et de toute façon, pour l'instant, il n'est pas parti pour aller à l'UFC. Donc, il va re-signer. Ah, on sait pas, hein. Finalement, on sait pas. Peut-être On ne PFL, sait peut-être. pas. Ouais, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui nous laisse penser que, tu vois. Donc, bon, après, on est d'accord, hein, il n'a aucun intérêt à rester trop longtemps au KSW, sauf Non. Moi, prendre de l'argent. tu vois, je pensais que. Enfin, j'étais de ceux qui disaient qu'il faut pas se précipiter. Mais là, sur ce combat-là, vraiment, je vois que ça y est, en fait. En tant que fan, hein, je parle pas d'analyse de si j'étais son manager, je lui dirais de rester là ou pas. Je parle en tant que fan. Ça y est, c'est trop. Il a fait le tour. Et même lui, en tant que combattant, il va stagner, en fait. C'est ça. Moi, c'est ça que j'ai peur. C'est qu'en fait, que ça soit tellement facile qu'au bout d'un moment, en fait, il s'encroute, entre guillemets. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'il baisse de niveau, ouais, qui relâche en fait l'énergie qu'il met. Parce que Saladin Parnasse, on le sait, c'est quelqu'un qui se met énormément de challenge, qui veut se battre lui-même de jour en jour. En fait, plus que son principal adversaire, c'est lui-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas les autres. Il essaye d'être meilleur que la version de lui-même la veille. Donc, et ça ne marche que s'il a un challenge pour faire ça. La motivation ne marche que si tu as quelque chose à la clé. Effectivement, si aujourd'hui tu te rends compte qu'il n'a plus de challenge et que c'est facile et qu'il a juste à dérouler, à se préparer un petit peu, en fait, ça va être un potentiel gâché. Alors oui, il y a l'argent. Visiblement, là, il en a gagné quand même pas mal. Parce que s'il est à 6 chiffres à chaque combat, enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, il a eu le temps de coffrer, il a eu le temps de mettre de côté, il a eu le temps de se mettre à l'abri. Ça peut être le moment, effectivement, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et d'avoir d'autres challenges. Et cette fois-ci, d'aller construire sa legacy et surtout de réussir à lui faire passer encore des steps. Parce qu'il a besoin d'avoir ce challenge pour passer des steps. Et on sait qu'il en a encore sous le pied. Donc, Ouais. il faut absolument qu'il aille ailleurs.
c'est en évoluant avec les meilleurs qui vont encore passer ce step. Là, en restant là, il sera toujours fort, mais il va finir par stagner. Ouais, et puis il aura jamais la reconnaissance qu'il devrait avoir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. On a la chance d'avoir un immense champion. Je parle même pas de question de champion français ou quoi que ce soit. Tu sais, ceux qui ne voient que par le prisme franco-français, en se disant oui, on a un champion français, il faut qu'il brille à travers le monde, patati patala. Non, c'est un champion. Tu vois, c'est un champion qui mérite de se mesurer au meilleur, en fait, tout simplement. D'aller chercher de l'expérience, en fait. C'est vraiment ça, c'est d'aller chercher de l'expérience plus loin. Parce que là, il a fait le tour, tout simplement. Et j'ai l'impression, et je sais plus qui c'est qui disait ça, mais que Hatch a tellement d'amour pour lui, tu sais, que il le protège, mais qu'il le protège peut-être un peu trop. C'est-à-dire que là, effectivement, aujourd'hui, il a eu raison de le tempérer et de le laisser au KSW parce qu'il a fait beaucoup d'expérience, parce qu'il a fait beaucoup d'argent, tu vois. Mais plus qu'il n'en aurait fait à l'UFC dans ses débuts, s'il avait commencé avec l'UFC. Mais bon, au bout d'un moment, il faut y aller, il faut passer l'étape supérieure, il faut que le poussin, tu sais, que l'oisillon, tu le pousses un peu du nid et puis qu'il y aille, parce que l'oisillon, je suis sûr qu'il a envie. Mais il faut pas Mais que même le pas, papa oiseau le garde. C'est le mec qui fait une transition d'ornithologie, tu vois. même pas que l'UFC, hein. Franchement, même s'il veut aller au PFL, qu'il aille au PFL. Mais Oui, parce que les KT légères du PFL, elles sont très bonnes aussi. Tu vois, la KT hum, lightweight, elle est bonne. Donc, mais il faut qu'il change. Je pense que pour lui, il faut qu'il change. Pour sa motivation et tout, faut qu'il aille ailleurs. ouais, ouais, ouais. Mais le PFL, pour l'instant, même si je suis le premier, tu le sais, à dire qu'un jour, peut-être, cette organisation passera devant l'UFC. Bah, bien sûr que c'est Aujourd'hui, quand derrière. même, Bien sûr. si tu veux, c'est-à-dire que les champions du PFL, tu peux pas me citer un champion du PFL. Aubin Mercier. Parce que c'est un ancien de l'UFC. Ouais, voilà. Mais c'est tout. Tu vois, enfin, tu me citeras pas les champions de chaque catégorie comme on est capable de le faire à l'UFC. Ou Non, pour c'est certaines sûr. catégories au Bellator, tu vois. Non, c'est Donc, clair. C'est clair. Mais s'il veut, si vraiment le côté financier, on sait qu'ils font des super offres et en plus il y a des tournois à 1 million. Si vraiment il veut encore assurer ce côté-là, qu'il aille au PFL, ça me va. Je pense que ouais. ça va à tout le monde. Surtout là, Oui, avec le fait qu'il y ait Abdul, il y aurait Abdul en lightweight aussi. ouais. Si Saladin combat en lightweight, franchement, ça ferait une sacrée KT1. C'est vrai que ça ferait une sacrée catégorie, ouais. Mais en tout cas, ouais, il faut que ça bouge. Faut que ça bouge. Mais en tout cas, prendre ce combat de triple champion, pourquoi pas? Ouais, en tout cas, s'il doit le tenter et marquer son nom, tu sais, dans l'histoire, au KSW, c'est peut-être l'organisation, entre guillemets, où c'est je vais pas dire le plus facile, Bah mais si, ah, si, tu peux le dire. ouais. Être triple champ, que ce soit au PFL, au Bellator, au One ou ailleurs, c'est impossible. C'est même pas envisageable. Ouais. T'imagines un Volkanovski qui dirait je veux monter chez les légers et puis après je vais monter chez les welter. Eh ben Aussi. pourquoi pas? Eh ben pourquoi Mais pas? il en serait capable ce fou. Mais t'as Cerudo qui voulait le faire aussi. Il y a Cerudo qui voulait le faire. Ouais. Mais Non, il n'a pas réussi. mais il a pas réussi. Il a Non, pas mais réussi. après, il y a des KT où c'est plus facile, entre guillemets, de le faire. Je trouve qu'il y a un énorme écart. Tu vois, de 66 à 70, ça va. C'est plus ou Hmm. moins les mêmes profils. Mais de 70 à 77, c'est déjà un autre monde physiquement. Et de 77 à 84, on C'est en encore autre discute ou chose. pas? C'est encore Avec autre des chose. Paolo Costa qui font 100 kilos dans la vraie vie, tu vois? Hmm. C'est encore autre chose. Donc effectivement, ouais, ça serait peut-être le seul endroit où il peut tenter ça et marquer son nom dans l'histoire avec ça, quoi. Donc ouais. En tout cas, on n'a pas la réponse. On ne sait pas encore s'il a accepté ou pas. Je crois pas qu'il ait fait de sortie à ce niveau-là. On Si, aurait peut-être dû bah demander. alors, il a juste tweeté soon, je crois. D'accord. Comme quoi, ça serait déjà dans les tuyaux, donc, s'il le dit. À Tu voir. vois. On aura dû À lui voir. demander, il était là tout à l'heure. Il y avait son frère qui était là. Non, lui, Alors, il était c'était là. bien lui. Il était Ouais. là. On est Ouais, d'accord. ouais. J'étais tellement concentré sur le combat, j'ai cru le voir. Mais après, comme je ne l'ai pas vu monter sur le tapis, je me suis Non, dit, bon, il a bah, pas été sur le tapis. Il est juste monté voir quelqu'un, il est reparti.
D'accord, ok. Parce qu'il y avait son frère qui s'entraînait tout à l'heure en même temps que nous, en fait, sur la prépa de Nora. Donc ouais, avec quelques personnes de la hatch. Donc c'est bien ce que je pensais. J'étais pas sûr, mais c'était bien lui. Putain, on n'a même pas fait une photo. C'est pas du tout mon type en plus. Enfin, mon type de faire des photos, pas Saladin, hein. Saladin, si, il est magnifique, il est magnifique. Donc voilà. Ok. Bon, bah, suite au prochain épisode, on fera une suivi de dossier. J'adore sa barbe. Je suis fan des barbes. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce que j'adore chez toi d'ailleurs. Donc, suite. Baki. Notre Baki national qui va participer et qui participe, en fait, déjà, c'est pas qui va participer parce qu'il y est déjà au camp de Ramzat Chimaev à Dubaï pour l'UFC 294. Donc, il a été contacté, en fait, par l'équipe de Ramzat. Ramzat Chimaev pour faire Ouais, une association de malfaiteurs. voilà. Ah, il a réuni une team de Tchétchènes. Ouais. Ils ont loué une maison. Apparemment, ils sont tous dans la même maison, de ce que j'ai compris. Ils, Et ils ils vont faire une s'entraînent. télé-réalité. C'est ça. Mais c'est ouf qu'il ait contacté Baki. C'est ouf parce que en fait très clairement, alors attends, je vais mettre des grosses parenthèses d'abord et des gros guillemets. Je ne dis pas, enfin, Baki est un grand champion et tout Non, ça, non, mais mais je tu, vois tu pas ce vois qu'il pas ce qu'il a apporte apporté dans ce camp-là. exactement. Parce que déjà c'est un 77, pas un 84, déjà pour commencer. Et Pas de Baki. ah, eh ben alors attends, je me suis posé la question parce que j'ai regardé sur Tapologie et il y a marqué 77. Ouais, il me semble que c'est un 84. Ah, Parce que arrête. justement, j'étais pas sûr. Et sur Tapologie, il y avait marqué, revérifie, mais j'ai regardé, il y avait marqué 77. C'est pour ça que je me suis dit, attends, déjà, la Ah première des non, non, questions, ouais, 77 Walter White. Ouais. voilà, c'est un 77. Donc, 77 kilos, déjà, je vois pas l'intérêt. En termes de style, je vois pas l'intérêt, parce qu'il a pas du tout le style de Costa. Je sais pas. Je pense sincèrement que Baki a beaucoup à apprendre de ce camp, que Baki a, lui, Baki a plus à gagner que l'inverse, je pense. Lui, c'est sûr que Baki, là, c'est une opportunité de prendre une expérience de malade. oui, ça, je suis d'accord, à 100%. Que pour lui, c'est vraiment ça. Alors, est-ce que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il a été appelé? Je sais pas. Tu sais, que Ramzat, il l'a fait venir comme ça, il s'est dit, tiens, voilà, c'est champion Ares, c'est peut-être l'avenir, tu sais. Bah En tout déjà, cas, je pense, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils communiquent déjà entre eux. Enfin, ils se connaissent, tu vois. Or, enfin, ils communiquent déjà entre eux. ouais. Déjà sans s'être rencontrés. Donc, le fait qu'ils soient tchétchènes tous les deux et tout, ils s'envoient des messages. Et je pense que ça a été. Ouais, mais je vois pas, comme tu dis, je vois pas ce qu'il apporte techniquement dans ce camp. Ouais. Mais bon, Tu, ça pen- reste un sparring en plus, quoi. tu penses qu'il s'envoie des photos de Kadyrov? Ça, je sais pas. Je sais pas non plus. Mais, À mais, mais cheval. Euh, non, mais c'est j'ai pas pas. Poutine qui a cheval. Non, il y a Kadyrov aussi. Oh, les deux, de toute façon, c'est pareil. Ils sont sur les mêmes délires. D'ailleurs, j'ai vu aussi que Shimaev, il avait pris aussi son fameux sosie aussi dans son camp. Enfin, en Oui. tout cas, qu'il avait combattu avec lui. Donc en fait, je comprends pas les critères pour ce camp. Alors, en général, quand tu prends des gens dans ton camp, quand tu prends des sparring, tu essaies de prendre des gens qui vont t'apporter quelque chose de similaire quand même, tu vois, à la personne que tu vas affronter, que ce soit dans le style, que ce soit dans le gabarit, que ce soit dans la longe, que ce soit, tu vois, c'est plutôt ça. En Et fait, le truc, c'est là, que là, je vois pas. Ramzat, il s'adapte pas à ton style. Il vient avec toujours son style à lui, tu vois. Donc, en soi, il a besoin de mecs qui luttent bien pour travailler ce truc-là spécifiquement. De toute façon, il va pas faire autre chose. Hein. Il va pas striker avec Costa. Il va Ouais, lutter non, je dans suis tous les d'accord. cas dès la première seconde. Lui, c'est pas un mec qui a besoin justement de profil qui ressemble à son adversaire. Il a besoin de mecs dans son domaine à lui pour progresser dans son domaine à lui. Non, non, mais là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais je parle, tu sais, parce que dans tout ce que j'ai cité, tu sais, de ce que tu choisis quand tu fais, quand Oui, au moins en tu termes de prends tes gabarit. sparring, voilà, c'est Au plutôt moins, dans ce au sens-là. moins, En termes de gabarit, de largeur, parce que c'est quand même quelqu'un qui est vachement plein, Costa. Enfin, tu vois, non, c'est un bœuf. C'est un c'est un bœuf. bœuf. Tu vois, c'est pas la même chose. Surtout que ça va être son premier combat dans cette catégorie-là. Non, Euh, non, à l'UFC. À l'UFC, je parle. non. Ah bah non, t'as Qui? Kevin Holland. Il a combattu Kevin Holland, ouais. Ouais, mais ouais. Kevin Holland est monté aussi. À la base, il est pas dans cette catégorie-là.
Oui, la Kevin Holland, non, mais en plus, c'était un short notice et en de plus, c'était fou. un short notice. Donc non, mais ça compte pas. Moi, ce combat-là, je le compte même pas. Alors, c'est vrai, hein, honnêtement, enfin, il l'a fait. Effectivement, c'était son premier combat dans cette catégorie-là, mais je le compte pas. Je compte pas parce que c'était effectivement un combat qui s'est fait parce que C'est lui ne quand devait pas combattre dans cette caté. il devait prendre Diaz. Il devait prendre Diaz. Il était dans la caté du dessous. Finalement, il a pas fait le poids. Donc, enfin, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en fait là-dedans. Je le compte même pas. Tu sais, c'était tellement un UFC abracadabrantesque. Il fallait que je le cale. Que ça compte pas. Moi, son début de carrière en 84, je le compte maintenant avec Paulo Costa. Ouais. Et il prend sûrement un des mecs les plus lourds de la KT. Ouais. Ouais, parce que là, j'ai vu encore une photo bah, tout à l'heure où c'était 105 kilos hors camp, je crois, Costa. Donc de Ouais. 105 à 84 kilos. C'est ouf. C'est complètement ouf. Mais donc voilà. Donc notre petit Baki, enfin notre petit Baki, je vais dire ça, il va me gifler. Euh, Petit en âge. petit en âge, est déjà là-bas. En tout cas, il est arrivé très vite. Il est parti. Il a fait le début du camp. Il y a eu quelques petites photos qui sont sorties que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux où on les voit s'entraîner ensemble. Mais j'ai hâte de voir par contre s'il y a des premières vidéos qui sortent justement de ce camp, de voir un peu ce que ça donne Je les sais deux face à pas. face. Je sais pas si on verra des vidéos. En tout cas, Ah, une chose est sûre, c'est que j'ai hâte de voir le prochain combat de Baki. hmm, Voir ce que ça peut lui apporter. Parce que ouais. tu vois, sur ses derniers combats, on sentait qu'il avait du mal à finir ses combats, Baki. Pourtant, il est là, hein, il cogne et tout, mais il manque ce truc pour finir. Khamzat, c'est un finisseur. Est-ce Ouais. que ça va lui apporter autre chose, une autre vision, quelque chose d'autre? Je sais pas, on verra. Mais obligatoirement, ça va lui apporter quelque chose. En termes d'expérience, ça va être ouf, là. Oui, oui, je suis d'accord. Moi, j'étais au Ares, le dernier combat qu'il a fait. J'étais là, j'étais devant. Et je pouvais pas faire plus devant, hein. Je crois que j'étais au deuxième rang ou quelque chose comme ça. Donc je voyais sur l'impact et tout ça, et on sent qu'il manque d'impact. Alors il contrôle de dingue, hein. Franchement, il gère le match à la perfection. C'est un maestro. Ses balayages, sa lutte, Mais même sa boxe, hein. Sa ce boxe, qui elle est est, super propre. ce qui est ouf, c'est que quand tu le vois faire des pattes d'ours, tu vois, en anglaise, il est bien assis, il est bien ancré dans le sol. Tu sens Hmm. vraiment l'impact aux pattes d'ours, mais dans la cage, non. Et pourtant, je te dis, sa boxe, elle est propre. Ah non, mais Il il est frappe au super propre. corps, il Il remonte a à une la anglaise, tête et tout je ça. kiffe. Je kiffe son Ouais, anglaise. mais ça manque de quelque chose, mais même de finition au sol. Enfin, tu sais, il est dans des positions où il pourrait très bien finir. Tu sais, des fois, il a presque le dos. Mais non. En fait, même moi, je t'avais dit ce jour-là, je me suis posé la question s'il voulait finir ou s'il voulait juste prendre de l'expérience dans la cage et puis continuer le combat pour continuer le combat. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quand tu fais la rétrospective de ces combats, non, tu te rends compte que c'est un peu le cas à chaque fois, à chaque sortie, quoi. Hmm. Donc, euh, donc ouais, hâte de voir ce que ça va lui apporter aussi. Mais c'est bien, en tout cas pour le MMA français, encore une fois, Et d'être mis en avant. même pour lui, en termes d'image mondiale, tu Oui. vois, d'être à côté de Shimaev, le mec t'appelle, te fait venir pour son camp. Tu vois, l'UFC et tout, ils vont le regarder d'un autre œil. Tu vois, son dossier, peut-être qu'il est en bas de la pile, il va vite monter. Tu vois, je serais pas étonné qu'il prenne une ceinture de Ares et qu'il soit tout de suite appelé pour aller à l'UFC. Oui. Ah ouais, ah, je suis d'accord. Donc ouais, non, c'est bien. À voir pour la suite, mais en tout cas, c'est encore une bonne chose pour le MMA français. Ça, c'est sûr et certain. Autre sujet, Michael Venom Page, parle de sa potentielle signature à l'UFC. Donc, on en avait déjà parlé. Il y avait des responsables du UFC qui voulaient voir Michael Venom Page signer à l'UFC et que ça serait une bonne chose. Il faut savoir qu'il est agent libre, qu'il n'a pas renouvelé son contrat avec le Bellator. Et donc il a fait une sortie pour parler de cette potentielle signature et il s'y voit à 100% à l'UFC. Mais le truc qu'il dit, c'est que qu'il ne veut pas en fait qu'on le mette dans le bas du classement directement. Enfin, tu vois, il veut au minimum, enfin, il veut un top 5, voire un top 10, si jamais le top 5 c'est trop compliqué. Mais il se sent prêt pour ça. Il ne veut pas de combat d'échauffement. Il est resté actif, il le dit.
Donc, c'est pas comme s'il avait une longue période sans combattre. Et en fait, il prend l'exemple de Michael Chandler, en fait, tout simplement, qui lui a eu son combat contre Dan Hooker. Et tout de suite après, il a eu le title shot. Donc voilà, il veut commencer fort, il veut commencer vite. Il n'a pas le temps. De toute façon, il sait on l'avait dit, hein, il est âgé. Donc voilà, il faut qu'il rentre tout de suite par la grande porte et puis qu'il fasse ses preuves tout de suite, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et de toute façon, il a la hype suffisante pour prendre un gros nom direct. Et d'ailleurs, il y a Shafkat, je crois, qui s'est proposé de l'accueillir. Ouais, Ça peut être ça pas serait mal, bien. ça. Ouais. Ah ouais, ça serait pas mal. Surtout que lui, il devait combattre contre Gastelum, je crois, et ça se fait pas. Ouais. Donc ouais, en combat de remplacement, pourquoi pas? Bon, après, faut-il que ça se signe et tout ça, bon, voilà, mais oui, mais oui. Et on en avait parlé, enfin, tu vois, moi, Michael Venom Page, je veux le voir aussi directement dans le grand bain, enfin, tout simplement, et puis pour savoir, en fait, où est-ce qu'on va le positionner à l'UFC. En fait, moi, c'est ça que je veux voir. C'est est-ce qu'il est potentiellement un prétendant à la ceinture, ou est-ce que ça sera un gatekeeper de luxe? Ou est-ce que ça sera un combattant qui fera que des combats d'exhibition, entre guillemets, enfin, tu vois, des combats intéressants où le matchmaking sera fait dans le sens où tu sais qu'il y aura il y aura du spectacle, quoi. C'est sûr. Après, c'est un mec, la manière d'un Chandler, comme tu disais, c'est des machines à highlight, les Ouais. deux. Donc, c'est des mecs que t'as pas, pour une orga, t'as pas envie de les laisser aller ailleurs. Parce que tu sais que ça va attirer le regard vers l'organisation où ils seront. Donc, autant qu'ils soient chez toi. De toute façon, il ne lui reste pas 10 000 combats, hein. Je pense qu'il lui reste peut-être un contrat ou deux. 6, 7 combats, il a 37, 38 ans, là. 37 ans, il me semble. Ouais, je crois. Ouais. Ouais, donc tu vois, 37 ans, c'est dans cette caté, ça commence à piquer, hein. En tout cas, il a un run pour le titre, point. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça. Mais je le comprends. Je comprends qu'il veuille tout de suite être avec les meilleurs. Bon, on va voir. On va voir ce que ça va donner. J'espère que cette signature se fera. Moi, je l'ai dit, hein, je suis en accord aussi à 100% avec le fait qu'il signe à l'UFC. Je le vois pas ailleurs. C'est un combattant qui est spectaculaire. C'est un combattant qui crée des dégâts que tu ne vois nulle part ailleurs, d'ailleurs. C'est le mec qui peut arrêter des carrières. Que ce soit Cyborg Evangelista avec son coup de genou à la tête où il lui a pas ouvert le crâne, il lui a brisé le crâne. Il Il lui a fait un trou dans troué. le crâne. Il lui a troué le crâne. Ou l'autre adversaire, là, je sais plus lequel c'était, où il lui met le low kick et il lui enfonce la rotule. Là où normalement c'est son tibia lui qui aura dû casser. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu sais que c'est un combattant qui, quoi qu'il arrive, est dur et, euh, et peut sortir son épingle du jeu grâce à ses frappes phénoménales, en fait, tout simplement. Ouais. Donc ouais, j'espère que ça se fera, j'espère que l'UFC le signera et j'espère qu'ils respecteront son bon vouloir, tu vois, et qu'effectivement, ils ne le fassent pas commencer trop bas, entre guillemets. À voir. Lui n'a pas encore signé. Par contre, il y a un Français qui vient d'annoncer sa signature justement à l'UFC, c'est Kevin Jousset. Kevin Jousset qui a annoncé ça. Alors, c'est un combattant qui s'entraîne en Nouvelle-Zélande, je crois, si Ouais, je ne me City trompe pas, Kickboxing. à la City Kickboxing. C'est un très proche d'Adesanya qui le met beaucoup en avant. Donc, Adesanya, Volkanovski et tout ça, mais très très proche d'Adesanya. Et donc, il vient de signer. Il pourrait peut-être faire son premier combat à l'UFC 293 en Australie, justement. Donc, on attend de voir. On attend de voir ça. Soit disant qu'il est très très fort. Donc, Ouais, c'est 8 victoires, 2 défaites. Il a 30 ans, il est dans la catégorie des welter. Il est sur une série de 3 victoires, là. Écoute, moi, je le connais pas. Je suis pas. L'orga où il était, là, c'est X-Fight. X-Fight. C'est une organisation australienne. Donc, je l'ai jamais vu c'est combattre. c'est une organisation d'Aix-en-Provence. Je l'ai jamais vu combattre, je sais pas du tout c'est quoi son style. Mais en tout cas, on sait que, même sans le connaître, ce club-là, ça sort des champions. En fait, il y a des clubs comme ça où quand tu sais que ça vient de ce club et que ça arrive à haut niveau, c'est forcément fort. City Oui, oui, Kickboxing, on sait que c'est en termes de style, en termes de stratégie, en termes de tout, en fait. C'est carré. c'est ce que j'allais dire. La stratégie, en fait. Ils sont très très forts pour préparer un combat et enfin, tu sais, faire un game plan adapté à l'adversaire.
Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse force. Et puis de toute façon, hein, comme on l'a dit, hein, tu tournes avec Adesanya, tu tournes avec Volkanovski, tu tournes avec ces mecs-là, tu prends une expérience de dingue. Et visiblement, il est très proche d'eux, comme je disais, enfin, surtout d'Adesanya, donc ils doivent s'entraîner très souvent ensemble. Donc ouais, forcément, de toute façon, tu prends ton expérience. Donc hâte de voir de le découvrir, parce que moi aussi c'est pareil, hein, je l'ai jamais suivi jusqu'à maintenant. Et puis vous savez très bien que de toute façon, on n'est pas des dénicheurs de talent, on est plus des analystes de main event, de gens déjà connus. Mais donc, j'ai hâte de le découvrir et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur cette UFC-là. En plus, c'est dans pas longtemps, parce que l'UFC 293, c'est quoi? C'est le 10. Attends, j'ai vu ça. Attends, je vais pas te dire de bêtises. Je vais Par pas contre, donner de fausses dates. faudra en parler de cette carte, hein, qui est incroyablement claquée. Oh là là. Je l'ai même pas regardé, donc quand tu me Ah, dis ça, en fait, je m'attendais à. ils sont pas euh, respectés, les Australiens. Oh là là. Alors, c'est le 10 septembre. Donc, c'est le 10 septembre, donc c'est bientôt, effectivement. Adesanya Strickland, Tuivasa Volkov, Justin Tafa contre Austin Lane. Si tu veux vraiment parler de cette carte, parce que je Non, vois pas non, trop ce qu'il y a à dire, hein. non, non, mais en fait, Tyson Pedro contre Anton Turkali et non, mais tu peux Turkalj. t'arrêter. Tu peux t'arrêter là, hein. Non, ouais, non, il a été annulé. Keikara France contre Manel Cap. Ah bah oui, ça a été annulé. Parce que ce combat-là, il aurait pu être sympa, par contre. Mais ouais, 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 ouais. Non, parce qu'il Ah, faut se dire, c'est que c'est un UFC numéroté. oui. C'est ça le truc. C'est qu'encore, c'est un Fight Night. Bon. Mais UFC numéroté, oh, c'est dur, hein. Ah, il y a Adesanya Strickland, quoi. Ouais. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et encore, c'est même pas le combat le plus hypant en termes de ceinture. Non. Oh, tu vas à Volkov, Allez, pour le voir fun. pour le fun. Tu vas à Volkov, ça peut le faire. Moi, franchement, je pense que c'est un combat, tu vois, ça fait partie de ces combats où tu sais qu'il peut y avoir un gros chaos, tu vois. Enfin, non, non, j'aime bien. J'aime bien. Tu sais, c'est pas le combat de l'année, tu sais que c'est pas le combat qui a le plus d'intérêt et le plus d'enjeux, mais j'aime bien. J'aime bien. Tuivasa, il fait toujours des bons combats, il se donne toujours à fond dans ses combats. Et surtout Volkov, chez lui, hein. Il sera chez lui. ouais. Volkov, bah, on connaît la qualité du combattant, hein. On connaît sa boxe, on connaît son allonge. Tu m'as fait bailler, enfoiré. Va. Donc, on connaît son allonge, on connaît sa boxe. On sait très bien que c'est un combattant qui est dur à prendre. Que Tuivasa, il va devoir en fait le rentrer dedans s'il veut le mettre KO. Donc non, ça va être pas mal. Moi, je trouve que, enfin, ce combat-là, ça va être pas mal. Mais c'est vrai qu'après, par contre, le reste de la carte, c'est dur. Strickland Adesanya, c'est plus pour les sorties médiatiques de Strickland et puis pour la conférence de presse qu'il y aura de l'intérêt, en fait, tout simplement, C'est entre ça. les deux, parce que vu comment il l'avait taillé la première fois sur sa passion du manga et ce genre de choses, j'ai hâte de voir que les petites punchlines qui va sortir. Donc, à voir. On reste à l'UFC et on prend des nouvelles de monsieur Jan Blachowicz. Jan Blachowicz qui est prêt à monter chez les poids lourds, en fait, tout simplement. Mais et voilà, et en fait, il donne en fait l'adversaire potentiel qu'il pourrait affronter. Donc C'est en un fait, malade. c'est un malade. Dans une interview à Sportsnote, c'est là qu'il a annoncé ça. En fait, on sait déjà qu'il est très déçu de la décision qu'il y a eu contre Pereira. Pour lui, il se voyait vainqueur du combat. D'autres personnes le voient vainqueur aussi. C'est le nouveau règlement qui a fait que Pereira aussi a remporté ce combat. La nouvelle Le manière nouveau système de pointage. c'est exactement ça, où les dégâts prennent l'ascendant sur le contrôle. Donc, avec l'ancien règlement, effectivement, on pense qu'il aurait gagné ce combat. Là, maintenant, ça n'a pas été le cas. Et donc, à Sportsnote, il dit, bien sûr, pourquoi pas. C'est une bonne idée de changer de catégorie de poids. Vous avez ouvert quelque chose dans mon esprit. Alors oui, nous allons demander à l'UFC l'opportunité de passer chez les poids lourds. C'est quelque chose à laquelle je dois penser. Et il rajoute à ça, bon, alors je vais pas le citer là pour le coup, mais il dit en fait, il explique que pour l'instant il regarde en fait les combats des poids lourds, mais sans analyser, en fait juste à regarder. Il n'analyse pas vraiment quand on lui pose la question pour l'adversaire potentiel, mais que au vu de la dernière prestation de Tom Aspinall, ça serait un combat intéressant pour lui. Il va se faire tuer. Mais disons que tu montes chez les lourds, tu essaies de commencer petit à petit, tu fais un combat test. Et ton combat test, c'est pas Spinal. Non, mais en fait, le problème, c'est que c'est un bon combattant, Blachowicz. On l'a beaucoup analysé, Blachowicz. Quand on a commencé nos analyses, il était champion.
Oui. Et on a vu sa progression, on a vu les axes d'amélioration et tout. Mais le truc, c'est que Attends, je t'arrête. Il n'était pas champion. On l'a analysé la première fois quand il est devenu champion. il est devenu champion. Contre Dominique Cruz. Dominique Cruz, donc en 66 kilos. Tout à fait. Non, c'est pas Dominique Cruz. Putain, mais je suis fatigué. Je vous l'ai dit, c'est pas Dominique Cruz, comment il s'appelle cet enfoiré déjà? Merde. Vas-y, aide-moi. J'ai un trou de mémoire. Oh, vous connaissez les noms pour moi. Oui, Dominique Cruz. Mais putain, Dominique Cruz. Oui, il est devenu champion. En fait, on parle de Cerudo. Non, merde. Comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? Putain, C'est quoi son nom? même moi j'ai un trou de mémoire. Le mec qui a Oh, combattu Jones. Et mais oui. Oh, mais oh, putain, on passe pour des tocards. on enregistre trop tard. C'est On ça. Non, mais c'est enregistre surtout. Non, trop mais moi, tard. je te jure, c'est la prépa là qui me Dominique tue. Reyes. Dominique Reyes. Je savais qu'il y avait un des deux. Soit c'était Cruz, soit c'était Dominique, mais il y avait des deux qui étaient vrais. Donc, mais je crois que Cruz, c'est son deuxième prénom. C'est Dominique Cruz Reyes. Donc, effectivement, c'était à ce moment-là C'est là qu'on l'a qu'on l'a analysé. Ouais. annulé pour la première fois. Bref, tout ça pour dire, j'arrive pas à voir ce qu'il pourra imposer chez les lourds. Je m'explique. En termes de lutte, c'est un bon combattant. Mhm. Il lutte bien, mais c'est pas un lutteur non plus exceptionnel. Tu vois. Là, dans les lourds, il imposera pas sa lutte. En termes de gabarit, ça va être le plus petit des poids lourds. Ouais. Parce Le il plus est léger, pas le plus petit. déjà pour la KT des 93, c'est pas le plus balèze, tu vois. En termes de punch, il est solide, mais c'est pas non plus un mec qui va t'éteindre sur chaque frappe. Donc chez les lourds, je le vois même pas mettre de KO en fait. Lui, par contre, il pourra en prendre. Donc j'arrive pas à voir ce qu'il a à proposer chez les lourds. Pour moi, non, c'est bête. Bah, c'est bête. Et puis, en fait, le truc, c'est que là, il fait cette montée. Enfin, en tout cas, il veut faire. Il suit la logique inverse de ce que font les autres. En général, quand les combattants, on en parle souvent, hein, quand tu gagnes, tu montes pour essayer de te faire un challenge supplémentaire. Et quand tu perds, tu descends. Mm. Tu vois, parce que tu te dis justement, bon, c'est trop dur ici, je vais essayer de descendre pour essayer de faire valoir en fait un peu plus de puissance ou d'allonge dans la catégorie du dessous. La logique qu'il a déjà dès le départ, elle est pas bonne. De se dire, bon, vas-y, je monte. Ok, bon. Tu montes effectivement pour toutes les raisons que tu as dit, c'est pas forcément le combattant que je vois le plus performer chez les lourds. Ça, c'est sûr et certain. Euh, je pense qu'il parle sous le coup de la déception. Je Mhm. pense que, et le problème, c'est qu'il prend conscience que là, le titre lui échappe. C'est-à-dire qu'il a eu plusieurs chances pour accéder au titre et pour reprendre son titre et que ça a été très compliqué. Euh, ouais, je vois pas. Je pense que c'est plus, tu sais, le combattant qui est sur la fin, parce qu'il est plus sur la fin que sur le début, hein, parce que quand il a gagné son titre, il était déjà en deuxième partie de carrière. On sait très bien qu'il a eu une grande traversée du désert. Et puis après, c'est derrière où il a fait quelques ajustements qui lui ont permis de gagner la ceinture, de la conserver un petit peu. Et puis voilà. Et puis après, il y a eu son combat éclat qui l'a vraiment fait connaître quand il a combattu contre Adesanya, où il a battu Adesanya. Donc c'est le premier à avoir battu Adesanya. Il a fait des progrès énormes en striking pour ce combat-là. Donc vraiment, il a vraiment mis l'accent sur le kickboxing et aujourd'hui, ça porte ses fruits. C'est pour ça que contre un Pereira, bah, il a réussi aussi à le tenir en boxe. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Contre Pereira, il l'a tenu en boxe. Et moi, je pense que justement, il a plus intérêt à rester dans sa catégorie et à se Je suis remettre sur d'accord. les bons rails et à justement refaire quelques petits ajustements, notamment au sujet de la lutte. Tu sais, avoir une lutte un peu plus efficace, puisque son striking s'est amélioré. Ça veut dire qu'il est capable encore de progresser et d'avoir une lutte. Ouais, quand je dis plus efficace, c'est parce qu'il lutte déjà bien, tu l'as dit tout à l'heure. Il lutte bien en timing quand il est au centre de la cage. Quand il est collé à la cage, il lutte aussi pas trop mal. Mais, mais on va dire qu'il faut qu'il fatigue son adversaire quand même d'abord. En plus, est-ce qu'il doit prendre en considération le combat contre Pereira, où c'était à Salt Lake City, je crois, si je me trompe pas, donc c'était en altitude, Ouais. cette UFC-là, donc ça l'a cramé. On sentait qu'il était vraiment fatigué parce que justement, comme il a beaucoup lutté, on sent que ça lui a cramé des cartouches. Non, je pense que cette décision, en tout cas cette envie, elle est un peu trop hâtive Non, mais et en qu'il faut qu'il la plus, mette de côté, quoi. faut pas oublier qu'il est dans la KT la plus faible en termes de niveau de Oui. l'UFC. Donc s'il veut performer, faut mieux rester dans cette KT, surtout en fin de carrière et tout. Reste dans ta KT. C'est pas le moment de monter chez les lourds.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, moi, je pense qu'il devrait arrêter de regarder les combats des poids lourds et cette fois-ci, qu'il devrait vraiment les analyser Ouais. enfin, il compte passer qui? Aspinal, il le passe jamais. Mais personne. Gann, il le passe jamais. Tuivasa, il le passe jamais. Enfin, tu vois, là, en fait, là, je regarde un petit peu, tu sais, justement, les poids lourds Mais personne. qui combattent Curtis le plus. Blades, Jairzinho, Derrick Lewis. Il y a un écart physique trop important. Ouais, Ils vont le ouais, ouais, tuer. ouais. Non, non, ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Ils vont le décapsuler, c'est pas la peine. Parce que seule la technique ne rentre pas en ligne de compte et surtout, force est de constater que les nouveaux poids lourds sont aussi très techniques. Donc, Aspinal, ouais, je pense qu'il le termine Dans tous les domaines. en début de premier round, comme il a fait sur son combat Ah ouais. précédent, quoi. Non, c'est Ah. sûr et certain. Donc, pas une bonne idée, pas du tout, du tout, du tout une bonne idée. Espérons que ça soit juste là comme ça, tu sais, sous le coup de la colère ou de l'incompréhension, qu'on l'ait interrogé là-dessus et qu'ils se disent ouais pourquoi pas, parce que visiblement tu vois il dit pourquoi pas, ça attise Mm. ma curiosité, patati. Bon, j'espère que ces hommes de coin vont lui dire écoute t'es mignon, mais non. On te suit pas sur le sujet poids lourd. Non, non, c'est pas possible. Non, non. Ou alors, fais d'abord voilà, tu sais, pense à ton assurance vie, fais ta convention obsèque, parce que, Fais un test match vraiment au bas du classement, tu vois. Mais ne prends pas Spinal tout de suite. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, contre qui tu le verrais? Bon, on connaît pas tous les poids lourds, mais contre qui tu le verrais comme ça? Un style qui pourrait lui convenir en poids lourd. Je vois personne, franchement. Vraiment, faudrait descendre bas dans le classement. Non, franchement, je vois en termes de style, je le vois pas ces personnes. C'est pas sa Ouais. caté. On a vu quand même Gustafsson. Gustafsson, il est monté chez les poids lourds. Ça a été Hmm. un fiasco. Ouais. Ouais. Donc, Les poids lourds, mauvaise idée. les poids lourds, c'est particulier, hein. En fait, les gens pensent que comme il n'y a pas beaucoup de monde en poids lourd, c'est facile. Tu vois, on entend souvent ça, le fait d'être champion chez les poids lourds, ça a moins de valeur parce qu'il y a moins de monde. Mais un poids lourd, c'est quelque chose de naturel. Tu vois, si tu prends du poids pour être lourd, ça fait pas de toi un poids lourd. Non. C'est pour ça qu'il y en a peu. Parce que tu as 110 kilos, c'est facile. Tu manges, tu as 110 kilos, tu vois. Mais un vrai 110 kilos athlétique, il y en a très peu. C'est pour ça que dans les KT, sont pas remplies. Et ça, tu peux pas le compenser avec de la prépa physique et tout. Ça sera jamais un vrai poids lourd. Et encore, tu sais, tu dis 110 kilos, tu sais, athlétique, c'est pas dans les sports 120. de combat. Ouais, non, puis c'est pas dans les sports de combat que t'as les lourds les plus athlétiques. Tu vois, c'est quand on parle de lourds athlétiques, il y a beaucoup de sports où les mecs sont Bien beaucoup sûr. plus balèzes. Là, tu regardes le foot Donc US. le foot US, le basket, ce genre de choses. Les mecs du MMA sont des gringalets à côté. Je parle Bah chez les après, lourds. Mais sont dégringolés parce qu'aussi il y a cette limite de poids de 120 kilos. parce qu'il y a cette limite de poids de 120 kilos. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est effectivement, c'est pas que prendre du poids. En fait, prendre du poids te donne pas plus de. Enfin, forcément, tu vas taper plus lourd parce que tu es plus lourd. Mais c'est pas ça qui te donnera le vrai punch d'un poids lourd, en fait, tout simplement. C'est ça. Parce que c'est ça, en fait. En vrai, c'est même sorti du poids, sorti de la force. C'est le punch du poids lourd. C'est quelqu'un qui est capable d'éteindre la lumière à tout moment dans le combat, quoi. Donc ouais, c'est pas donné à tout le monde. Ou alors, il faut avoir quelque chose à faire peser dans la balance, notamment, comme on disait, hein, un mec qui a une excellente lutte, tu vois, je pense à justement Jairzinho, tu vois. Voilà, Non, c'est pas ça. Gelton. Gelton Almeida. Oh, les gars, vraiment pour ce soir, il va falloir m'excuser. Gelton Almeida, effectivement, qui a une lutte et un sol qui peut faire peser dans la balance, tu vois. Mais c'est Hmm. pas le cas de Blakovic. Non, Parce que Jairzinho, pas à c'est ce niveau-là. Rosenstruck. Ouais, je suis fatigué, hein. Il va falloir que tu sois ma caution non pour là. Ça va être très dur. On continue dans ceux qui se projettent dans des catégories du dessus avec O'Malley, en fait. Sean O'Malley, qui vient à peine d'avoir sa ceinture contre justement Aljamain Sterling. Aljamain Sterling. Ça continue. Oui, j'ai des petits yeux. J'ai plus de rides que d'habitude, c'est pour ça. Contre Aljamain Sterling. Et donc, il se projette en fait déjà hors de sa KT. Alors, hors de sa KT et en MMA et dans d'autres disciplines, notamment en boxe anglaise. Calme-toi. Calme-toi, ouais, tout à fait, calme-toi, ne va pas t'enflammer. Bon, après, quand tu regardes un petit peu,
tu vois qu'il en parle, mais qu'il met quand même il met des garde-fous, tu vois. Il met quand même des garde-fous. Sur le C'est-à-dire MMA. sur les deux. Sur les Ok, deux, j'ai pas suivi sur la boxe. ouais. Non, si. En fait, il est quand même tempéré. Ça va. Tu vois que c'est pas non plus, tu sais, un mec qui dit, Non, hey, tu veux faire ça et pour moi, sur la boxe, il a juste balancé ça en mode. Il a balancé ça, tu vois. Il y croyait même pas en le disant. C'était de la on va provoque. y, on va y venir. On va commencer par le MMA. Alors déjà, voilà. Il parle d'une montée. Alors pour lui, en fait, déjà, il faut comprendre que dans sa catégorie, il ne voit pas de véritable star. Donc déjà, ça l'intéresse pas. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est sa legacy, c'est devenir une vraie star de l'organisation. Il veut un destin croisé avec McGregor, hein, ça on l'a très bien compris, donc il veut atteindre le même objectif que lui. Et il parle d'une montée potentielle, mais comme il dit, au-dessus, c'est Volkanovski, et il ne veut pas chercher ou chasser forcément Volkanovski, et qu'il attendrait peut-être même le combat Topuria-Volkanovski en espérant que Topuria gagne pour affronter Topuria. Ouais, Et il est pas donc fou, hein. on a compris il veut pas de Volkanovski. C'est pas En qu'il veut fait, pas le chasser, c'est qu'il veut pas que Volkanovski le non, chasse. il veut être double champ, mais il a très bien compris qu'il allait tomber sur un petit os chauve qui s'appelle Alexander Volkanovski. Donc oui, non, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc voilà, il espère que Topuria gagne parce que je pense qu'il voit un chemin plus clair pour aller chercher sa ceinture contre lui. Lui, il est parfaitement dans le calcul. C'est là où je te dis que déjà, dans un premier temps, tu vois, il en parle, mais il met des garde-fous. Donc c'est déjà ça. Après, sur la boxe anglaise, alors il parle de Gervonta Davis. Ouais. Ok. Un tueur à gages, on va pas se mentir, un vaincu. Donc il en parle parce qu'ils sont dans la même caté. Mais quand même, voilà, là où il met son garde-fou, c'est qu'il dit pour la boxe, il dit que l'UFC peut suivre si c'est assez gros, mais il a quand même conscience qu'il va devoir encore combattre et peut-être être champion dans les deux catégories pour qu'on lui accorde ce Le combat-là. privilège. Mais voilà, le privilège, le Dana White privilège. Mais c'est surtout que en fait, il dit Gervonta Davis parce qu'il s'est rendu compte que c'était un mec qui était invaincu, qui visiblement avait une hype, mais en fait, il suit pas plus que ça l'anglaise. Donc en fait, il a dit ce nom parce que c'est le nom qui sort, en fait, tout simplement. Bah, bien sûr que Donc c'est le nom qui sort, surtout avec le combat qu'il vient de faire dernièrement, où ça a été un des plus médiatisés. Mais le fait qu'il affronte Garcia. ouais, Mais j'ai c'est pas un dit le autre. nom parce que je m'en souvenais plus. Tu sais quoi? Il y a encore Dominique Cruz qui est venu dans ma tête. Je Dominique sais que c'est Garcia. Dominique Garcia, Ryan Garcia, Cruz. Non, c'était Ryan Garcia. Oui, effectivement. Donc ouais, Ouais, c'est ça. franchement, c'est des combats qui n'ont aucun sens. Mais il y en a Oh, marre en fait. oh, ça Il y devient en a marre relou. que, Ça devient ben, relou. c'est ça en fait. Il y en a marre que les mecs, après avoir gagné une ceinture seulement à l'UFC, ils parlent de boxe anglaise. Alors, Putain, les mecs, est-ce qu'un mec qui décroche une ceinture de champion du monde de boxe anglaise, il dit putain, je veux le champion de l'UFC? non, mais parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas ça, c'est le salaire qui va avec. Bien sûr, mais vous décrédibilisez votre sport. Vous Ouais. faites passer le MMA pour des clowns, en fait. Je suis d'accord. Maintenant, en fait, le responsable, est-ce que le responsable, c'est le combattant qui veut aller chercher plus d'argent en ayant la boxe anglaise ou le responsable, c'est l'UFC qui ne paye pas suffisamment ses combattants? Parce que, en vrai, si les combattants de l'UFC avaient un véritable salaire, c'est qui vaut le coup, avec quelques petits millions derrière, je veux dire qu'ils parleraient jamais de partir à la boxe anglaise. Et il y a toujours ce truc, en fait, pourquoi le combattant de l'UFC, enfin de MMA en tout cas, accepte de partir en boxe anglaise, parce que dans son style, il peut faire valoir peut-être quelque chose en boxe anglaise, tu vois. Ce qui n'est pas le cas dans le MMA. On sait que la passerelle, elle est beaucoup plus grande. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu retires la lutte, les jambes, la boxe, enfin non, le sol, tu fais de l'anglaise, entre guillemets. Attention, hein, attends, je mets ça, mais après, je vais quand même nuancer la chose, hein. Par contre, quelqu'un qui vient de la boxe anglaise et qui veut aller dans la MMA, il doit rajouter tout ça. Sauf que pour maîtriser la lutte et le sol, ne serait-ce que ça, il faut des années et des années et des années, tu vois, où tu vas répéter sans cesse pour pouvoir performer dans la discipline. Au plus haut niveau, je parle, hein. Ouais. Je parle du plus haut niveau. Maintenant, je vais nuancer. Quelqu'un qui fait de l'anglaise depuis toujours, qui a 15 ans de boxe anglaise, 20 ans de boxe anglaise, qui n'a fait que ça, qui a travaillé sa stratégie pour ça, qui a travaillé son punch pour ça, sa vitesse pour ça, ses angles de frappe pour ça. Qu'est-ce que tu veux aller rivaliser avec lui?
Alors O'Malley, il a un coup d'œil de fou, il a de la longe, il a du punch, mais c'est valable contre des mecs qui ne savent pas forcément bien boxer. Mhm. Derrière, tu lui mets Davis, bah il le dévisse, tout simplement. C'est- Non mais c'est sûr et certain, ça tient pas un round. S'il veut, le mec, ça tient pas un round encore une fois. Il va juste l'observer 2 secondes, il va regarder 2 vidéos d'O'Malley et derrière, il va le décapiter. Mais il va regarder aucune vidéo. C'est un autre monde. C'est même pas comparable. C'est comme s'il faisait un sparring. Franchement, Ouais. c'est. Et l'inverse, c'est la même chose, tu vois. S'il venait en MMA. Mais c'est bon. Quand t'es en fin de carrière, je veux bien comprendre que tu veuilles faire de l'argent, tu vois. Hmm. Ça me dérange pas plus que ça. Mais quand tu viens là, à ce niveau-là, là, en fait, tu viens d'être champion. Et être champion, c'est déjà énorme. Mais en termes de legacy, c'est pas encore assez prouvé, hein. Oui. Pour marquer vraiment l'histoire, faut la défendre, cette ceinture. Il faut la défendre beaucoup de fois. Mais surtout lui, en plus, qui finalement a fait que 2 gros combats dans sa carrière. Tu vois, il a encore affronté personne. Comme on l'a dit, Sandhagen, tu vois, rien que lui déjà, il a encore des gens à affronter. Il a encore du chemin à faire. Il doit prouver. Ah, Parce la que, KT, elle est pleine, hein. parce que McGregor, quand il a fait sa montée, s'il veut un destin croisé, McGregor, quand il est parti combattre contre Mayweather, attends, il avait affronté quand même du lourd avant. Aldo, Mendes, qui d'autre encore? Alvarez. Alvarez, enfin, tu vois, il avait quand même, il avait fait ses preuves. Tu vois, il était monté en faisant ses preuves. Tu vois, lui, c'est pas son cas, pas encore, pas encore. Donc, et quand on parlait de niveau, tu vois, mais même dans la boxe anglaise même, Oui, quand j'y pense, il Spence, n'avait pas affronté tant de monde que ça, McGregor. bah, en fait, en disant les noms, je me dis, en fait, ça n'a pas tant de monde que ça. J'allais dire, tu vois, il a affronté, bon, en fait, pas tant de monde. Lui aussi, il a très bien géré son truc, hein. Ouais, mais c'était le premier. C'était le premier à faire ça, tu vois. Donc oui, effectivement. Non, et même en boxe anglaise, pour juste boucler sur le niveau des mecs en anglaise, quand tu vois Spence Crawford, tu Ah, vois, mais- et que tu vois que c'était 2 mecs invaincus, des légendes, et qu'il y en a un qui a roulé sur l'autre, mais avec facilité. C'est-à-dire que même dans leur propre style, tu as des mecs, c'est des ovnis. Tu vois, c'est vraiment ça. Parce que Ryan Garcia, attention, c'est un mec, il est chaud quand même. Tu non, vois. mais Ryan Alors peut-être Garcia, il était peut-être il surcoté. roule sur O'Malley. Même s'il Ouais, prend Garcia, il roule sur O'Malley. Il roule sur n'importe quel mec du MMA. ouais. Dans sa discipline, oui. Et qui combat déjà contre Paul, contre Jack Paul déjà. Et s'il passe ce gatekeeper, il pourra aller voir le reste. Non, non, mais oui, non, non, mais je suis d'accord. Il faut qu'on arrête avec ça. Non, mais Il même faut le qu'on voir arrête avec ça, monter, mais faut que l'UFC paye bien ses combattants. au- Pour au- arrêter avec ça, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. au-delà de la boxe, ça je m'en fous. Même en fait, en restant à l'UFC, le simple fait de le voir monter, j'ai pas envie. J'ai pas envie Mm. parce qu'il y a trop de défis dans la KT. Ouais. Quand il aura nettoyé, il y a au moins 5 6 noms là à prendre. Et voilà, là il a demandé Vera. D'accord, bon, vas-y, je veux bien lui faire ce cadeau. On lui donne Vera, c'est le dernier mec qui l'a battu. Même s'il n'est pas légitime, hein, Vera, il y a Oui, bien sûr, trop on de en mecs avait là. parlé. Mais vas-y, c'est un mec, de toute façon, ils veulent le mettre en avant. Donc mettez-le en avant, donnez-lui Vera pour décembre, il a demandé. Mais après, t'as Sandhagen, t'as euh, Valishvili. Dvalishvili, t'as Ousmane Nurmagomedov. C'est Mm. Ousmane ou Oumar? Je confonds les deux, il y en a un au Bellator, c'est Ousmane, je crois. T'as Ousmane Nurmagomedov, t'as Sterling. Sterling, c'est le mec qui a défendu le plus la ceinture dans cette KT, hein. Il peut avoir sa revanche. Donc Ça serait bien qu'il ait sa revanche. ça te fait déjà 5 combattants à affronter. Après, on voit pour le futur. Ah non, mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut qu'il s'assoie dans cette catégorie-là et qu'il défende quelquefois son titre. Mais de toute façon, en espérant que l'UFC n'accepte pas ça non plus, tu vois. Bon, de toute façon, tant que Volkanovski sera champion dans la catégorie, de toute façon, tu sais qu'il montera pas. Donc après, sa chance, c'est que Volkanovski parle de lui monter. Donc là, peut-être qu'il ira tenter sa chance. Mais oui, non, non, pour l'instant, reste De toute là et façon, on l'a continue dit, à hein, faire tes fights. Volka, son dernier combat, c'est contre Topuria. Oui. Une fois qu'il bat Topuria, il a fait le Ah, tour. lui, pour le coup, il a fait le tour. Lui, sa montée, elle est légitime pour le coup.
Elle est plus que Mais bon. légitime. Après, tu sais, je me dis, est-ce qu'il parle pas de tout ça aussi pour qu'on en parle, justement? Tu vois, c'est ça aussi, hein. On sait que c'est quelqu'un qui veut gérer sa carrière, il veut rester sur le devant de la scène, donc il va forcément parler et faire des sorties comme ça un peu médiatiques où il va faire des annonces de cette manière. Maintenant, attention, parce que McGregor, il l'a fait, il le fait toujours, mais il saoule tout le monde. Tu vois, là, maintenant, il devait combattre en fin d'année. Finalement, ça sera pas en fin d'année. Alors, on lui dit oui, mais il fait des sorties en disant oui, on m'empêche de faire mon métier, patati patata. Mais qui t'empêche de faire ton métier? Vas-y, frérot. Tu vas faire pipi dans ton bocal et tu combats. C'est tout. C'est parce que tu veux pas aller à l'USADA. Après, je pense que McGregor, pour le coup, là, quand je vois un peu ce qui se dessine, je pense qu'il est monté très haut en poids et qu'il doit descendre. Cette fois-ci, lui, il doit descendre intelligemment. En fait, c'est Hmm. même plus monter intelligemment, c'est descendre intelligemment. Il doit perdre son poids, redevenir athlétique. Parce que là, si les photos que j'ai vues sont vraies, tu sais, je t'en ai parlé. Et j'ai vu un autre article qui parlait de ça, de sa perte de poids phénoménale. Il doit descendre énormément et que t'aider énormément. Donc, il a perdu énormément de masse musculaire. Quand tu vois les photos, tu as l'impression qu'il n'a même plus de muscles du tout, tu vois. Donc, il doit descendre et ensuite sera athlétisé, tu vois. Hmm. Donc, je pense que c'est plutôt ça qui pose problème. Que s'il veut revenir, on sait qu'il revient, il est toujours très prêt physiquement. Donc, il doit faire ça et ça lui demande beaucoup plus de temps. En fait, il est monté beaucoup trop en poids. Et je pense que c'est ça. Et que il veut rester lui aussi sur le devant de la scène en disant oui, je vais combattre ci, je vais combattre là, c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'un tel, et puis l'USADA, et puis en fait ceci, et puis en fait je vais prendre la ceinture BMF, et tu sais, il parle de tout. Mais je pense que derrière, parce que mine de rien, on le dit souvent, il fait rien sans rien. Et c'est un maître de la communication, même s'il commence à saouler tout le monde et que beaucoup de monde descend du train. Moi, il m'a saoulé, hein. Mais toi, il t'a saoulé, par exemple. Moi aussi, il m'a saoulé. Mais je pense que c'est ça. En fait, quand tu vois ces éléments-là, quand tu réfléchis un petit peu, quand tu essaies de lire entre les lignes, tu te dis, effectivement, il a besoin de temps pour revenir dans sa caté. En fait, c'est revenir dans sa caté. Revenir dans sa caté en Ah, étant, lui, c'est un autre problème. voilà. Mais en tout cas, Donc, faut rester mais il faut pas qu'il actif. suive. Faut rester Ouais, actif. Quand tu parles, faut rester actif. Et O'Malley, il compte rester actif puisqu'il a demandé, je te dis, pour descendre. Donc ouais. ça va s'enchaîner. Oui, non, ça va s'enchaîner. Donc, effectivement. Mais en tout cas, qui commence pas à parler pour rien, tu vois, et qui commence pas à sortir des trucs comme ça pour rien, qui fasse son taf, qui prouve à tout le monde que c'est le véritable champion de la catégorie, tu vois, que les gens qui l'ont sous-estimé n'aient plus rien d'autre à faire que de fermer leur bouche. Et puis voilà, c'est tout, déjà, c'est tout. Ouais. Changeons de sujet. On va revenir sur une ancienne célébrité, ancienne légende de l'UFC, Monsieur Khabib Nurmagomedov. Retraité, fortement retraité. Mais on apprend quand même que, tu sais, on parlait de ce combat de grappling avec Georges Saint-Pierre, qu'il disait qu'il avait refusé, en fait, qu'il refuserait de combattre contre Georges Saint-Pierre, même en grappling. Bah, visiblement, c'est pas aussi clair que ça, parce que Craig Jones a déclaré qu'il voulait 5 millions de dollars pour combattre contre Georges Saint-Pierre et que ça n'avait pas abouti. Et c'est pour ça que Georges Saint-Pierre aujourd'hui va affronter Demian Maia à l'UFC Fight Pass Invitational. Donc il explique que c'est justement au moment où il cherchait un adversaire pour Georges Saint-Pierre, où les boss de l'UFC Fight Pass lui ont parlé, ils lui ont demandé justement qui il verrait contre Georges Saint-Pierre. Donc forcément, bah, le premier nom qui est sorti, ça a été Khabib. Mhm. Et c'est eux qui lui ont avoué que c'était mort parce qu'ils lui avaient déjà proposé et qu'ils voulaient cette somme-là et que ça n'avait pas été accepté. Donc retraite sur maman ne veut pas, mais bon, pour 5 millions, allez, j'accepte. Non, franchement, je pense pas. Je pense qu'il a dit 5 millions parce qu'il sait très bien que jamais de la vie, il aura les 5 millions de toute façon. Et s'ils avaient dit oui, Jamais de la vie. mais Jamais de pourquoi la pas? vie. Mais déjà, l'UFC, il te les donne pas. C'est pas l'UFC Fight Pass Invitational qui va te les donner. Et pourquoi pas? Et Non. pourquoi pas? Parce qu'ils les ont pas. Oh, ils les ont pas. L'UFC Fight Pass, c'est l'UFC, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ils les ont, les 5 millions. C'est qu'ils veulent pas. Tu sais, l'UFC, s'il veut donner 5 millions à quelqu'un, il peut donner 5 millions à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Pas pour du grappling. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah, et pourtant, Dieu sait qu'avec un petit pay-per-view, c'est quelque chose qui rapporterait de l'argent. Parce que combien de personnes veulent voir Khabib contre Georges Saint-Pierre?
Même en grappling. Franchement, non. En grappling, ça ferait pas tant que ça. Ah, je sais pas. Franchement, alors peut-être que c'est mon côté passionné de la discipline qui parle. Mais déjà, Khabib avec son, comment dire, avec son statut de superstar, le mec, il a pris sa retraite. Les gens se disent, on le reverra plus. On était super fans et on le reverra plus. Parce que, Aujourd'hui, il regarde, annonce qu'il va revenir même en grappling, en même si sachant que tu vends, même si c'est tu sa vends des force. pay-per-view, les pay-per-view sur un événement de grappling, c'est quoi? 25 $, 30 $? Tu peux pas mettre un pay-per-view à 120 $. Donc même si tu en as beaucoup, c'est pas pareil. Ouais, ouais, je sais, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, bon, c'est un combat que j'aurais C'est un voulu combat voir qu'on quand même, verra jamais. Il mais qu'on faut verra jamais. sortir ça de sa tête. Mais ouais, j'aurais kiffé le voir, c'est sûr. Mais toi, tu penses qu'il a donné cette somme en se disant, ouais, de toute façon, ils n'accepteront pas. Ouais, je pense. Mais tu vois, moi, je suis l'UFC. Juste pour, juste pour ça, je lui donne. C'est ça qui, je te jure, je lui donne. Je lui dis, vas-y, ok. Tu sais, bluff. Tu vois ce que je veux dire? Coup de poker à tes joueurs. Je dis, vas-y, je paye pour voir. Pour voir s'il va au bout ou pas. Pour voir si sa retraite a un prix. Tu vois? Ouais, mais non. Franchement, pour moi, il sait qu'il reviendra pas. Il reviendra jamais. Moi, j'aurais payé pour ça. Je te dis. J'aurais check. Tu sais, comme au poker. Check. Vas-y, je paye pour voir. Montre-moi tes cartes. Montre-moi tes cartes, mon petit eagle. Mais qu'est-ce que j'aurais kiffé voir ce combat. Mais même d'autres combats, en fait. Même pas que contre Georges Saint-Pierre. Tu vois, le Demian Maia Habib en grappe, ça aurait été incroyable. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis Il y avait d'accord. tellement de combats à faire en grappling. Mais c'est là où, tu vois, enfin, c'est là où tu vois que, comment dire, on en parle souvent, hein, mais tu vois, si c'est vrai et que vraiment il a donné cette somme parce que il sait qu'elle sera pas acceptée et que donc c'est pour ça qu'il reviendra pas et tout. Enfin, il a fait la promesse à sa mère de plus remonter dans un octogone parce que c'est un sport dangereux, parce que ceci, cela, et puis que c'était le plan de son père pour le MMA. Mais si le grappling, j'en démords pas. Le grappling, c'est autre chose. Tu peux promettre à ta mère de plus combattre en MMA, mais tu peux faire du grappling. Le grappling, tu risques quoi? Tu risques rien en vrai. Tu vois, c'est pas ça qui va mettre ton intégrité physique en jeu. C'est pas ça qui va être, allez, admettons, puisqu'on sait que c'est quelqu'un de très religieux. Dans la religion musulmane, il n'y a pas de frappe à la tête, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Le grappling est une discipline qui est autorisée, puisque de toute façon, dans tous les Émirats, justement, c'est la discipline nationale. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, rien ne l'empêche de se faire encore des petits kiffs et d'aller combattre en grappling. Mais je pense Tu vois qu'il ce que je veux kiffe dire? plus. On en a déjà parlé. Je pense qu'il kiffe plus. De toute façon, ça se voit sur son physique. Ça se voit qu'il s'entraîne plus. Il en veut plus. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je crois que Moi, t'aimes j'ai trop encore la ce. discipline en fait. Tu te vois trop t'entraîner toute ta vie. Mais il y a des gens, ils arrêtent leur carrière, ils arrêtent de s'entraîner. Ils ne veulent plus. Ils ont trop donné. Tu vois que, de toute façon, comme je te dis, tu vois son physique. Le mec ne veut plus faire d'efforts. Ouais, bah, moi, je crois que c'est la crainte, justement, d'entacher sa legacy. Moi, je le dis, je le répéterai Mais c'est toujours. possible aussi. Oui, c'est possible. Moi, je pense que c'est sa crainte d'entacher sa legacy, de se dire, putain, je prends trop de risques. Dans le MMA, j'avais mon avantage que je n'aurais plus forcément dans le grappling, tu vois. Donc, ouais, moi, je pense que c'est ça. Mais bon, en tout cas, voilà, ça se ferait pas. Mais en tout cas, c'est l'info qui est sortie là cette semaine, voilà, qu'il avait ce chiffre-là qui était proposé, enfin, en tout cas, qu'il a proposé pour affronter Georges Saint-Pierre. Mais tu sais quoi, moi, je suis Georges Saint-Pierre. Par contre, je les mets les 5 millions parce que lui, il les a aussi, les 5 millions. Parce que, non, mais compétiteur qu'il est, tu sais, hey, Laisse-moi garder mes 5 Mais toi, t'es fou. Laisse-moi garder mes 5 millions. Donne-moi Demian Maia. oh putain, mais je suis sûr que Georges Saint-Pierre, il veut absolument l'affronter. Il en a trop parlé, tu vois. Il dit que ça se fera pas, mais je suis sûr qu'au fond de lui, il y a un seul adversaire qui veut, c'est Khabib. Ah oui, mais bien sûr. Tu veux être celui qui le fait tomber, tu vois, ce challenge. Surtout Georges Saint-Pierre, qui est aussi un homme de challenge, tu vois. C'est pour ça. Bref, tournons la page sur ce combat qui n'aura jamais lieu.
On va passer à la question auditeur avec. On a oublié le point sur les médailles. Non, on le fait après. Ah, on le fait après, Je l'avais mis ok. après. Ça Ouais, c'est pour le point marche. final, tu vois, c'était le truc. Alors, je te l'ai dit en plus, hein, il n'écoute pas le Ah, brief. Ouais. j'écoute pas, tu me connais, j'écoute Ah, rien. il écoute rien, c'est pas vrai. Et il est trop loin, de toute façon, regardez, on le voit même plus. Il est dans l'ombre, là, l'homme de l'ombre. Donc, c'est une question de RBR. Je peux continuer longtemps comme ça parce qu'en fait, son nom, il fait 15 km sur du RBR, qui nous dit, d'ailleurs, merci pour ta question, pour le coup, parce que c'est vrai. Y a-t-il des avantages à pratiquer le kimono pour développer le sol MMA qu'on ne peut pas retrouver dans le nogi, mon cher Rolly? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Après, je pense qu'on n'aura pas forcément les mêmes avis. Parce que toi, tu as énormément pratiqué le kimono et moi, non. Ouais. J'ai dû le porter, voilà, tout casser 5 fois dans ma vie. Bah, parce que Euh, monsieur a mal au cervical quand on tire un peu trop fort sur sa veste. oui, Après, il est bloqué le ça me lendemain, c'est déclenche pour des ça. migraines. Voilà, tout à fait. Et après, il peut plus faire les podcasts. Mais pour moi, non, pour moi, il n'y a plus d'intérêt. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Avant, ça se faisait beaucoup. Maintenant, je ne vois plus l'intérêt. Voilà, je vais être très, très simple sur ma réponse. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Si vous voulez être fort en sol MMA, il faut faire du sol MMA ou à la rigueur du grappe, sans frappe, donc juste du grappe. Mais mettre le kimono, ça n'apporte rien. C'est ma vision. C'est ta vision. Mais tu sais, en fait, on n'est En pas fait, si loin. en fait Ouais. si vous voulez être fort en tennis, vous n'allez pas faire du ping-pong. Tu vois, c'est la même règle, c'est la même chose, mais la distance n'est pas la même. Enfin, tout change. Donc, Ah, mais si tu travailles tu, ton réflexe oculaire, tu sais, ton acuité visuelle quand tu fais du ping-pong. Après, le truc que peut t'apporter le Kim, c'est une autre vision. Une autre vision de sol. Et souvent, des fois, on a des blocages sur certaines positions. Et le fait de travailler avec le Kim, ça va débloquer d'autres choses et tout. Et on le voit avec des gens du club qui tournent en Kim. Et ça peut te faire progresser Mais c'est pas pour tout le monde. C'est au choix, en fait. Bah, en fait, notre vision n'est pas si éloignée l'une de l'autre, hein, parce que c'est pas parce que j'ai fait du kimono que tu me connais, hein. La veste, je la mets quand j'ai pas le choix, hein. Donc, et je fais plus souvent du grappling en kimono que du kimono pur. Déjà, commençons par les deux aspects. Moi, j'ai commencé par là. Les deux aspects intéressants du kimono, en fait, dans le kimono. Le premier, c'est la réflexion que tu viens de le dire, qui est beaucoup plus grande, due à une palette technique qui est beaucoup plus large, en fait, tout simplement, parce que tu as plus d'armes, parce que tu peux te servir du tissu, tu peux te servir du lapel. Le lapel, c'est le pan de kimono. Tu peux te servir des manches, tu peux te servir du col, tu peux te servir du pantalon. T'as même de la ceinture, de toute façon, pour pratiquer. Donc, soit pour contrôler ton adversaire, soit pour soumettre ton adversaire, soit pour renverser ton adversaire. En fait, tu as plein de perspectives différentes. Et effectivement, ça ouvre vraiment ton esprit. Et le deuxième aspect du kimono, c'est que ça ne glisse pas. Donc, tes portes que tu te crées pour renverser ton adversaire, pour te glisser, pour sortir des positions, en fait, elles sont beaucoup plus petites que dans le grappling. Donc, quand tu arrives à créer cette porte, il faut l'exploiter avec des espaces qui sont beaucoup plus restreints, tu sais, dans ton travail. Donc, ces deux aspects, pour moi, ils peuvent être quand même intéressants. Alors, je vais être d'accord avec toi à 100%, ce n'est plus une obligation et ça n'a jamais été une obligation. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que l'évolution du no-gi fait que la palette technique, elle est entre le gi et le no-gi, elle s'est quand même réduite. Franchement, il y Tu a vois, 15-20 ans, la majeure partie des mecs, bah après, la majeure partie des mecs qui venaient du sol venaient du JB. Donc, ils faisaient tous Mm. du Kim. Et ça se Oui, ressentait aussi dans leur façon de tourner, hein, où ça oui. tournait énormément sur le dos, garde fermée et tout. Maintenant, c'est plus vraiment du sol, en fait. Le sol, c'est plus vraiment du sol pur, c'est plus du JB, c'est un mix de lutte et de sol. Oui, oui. Il y a plus vraiment de position au sol vraiment pur JB, à part quelques-uns. Oui, mais justement, alors, c'est ce que j'allais dire, c'est que, comme tu l'as dit, effectivement, ceux qui font du kimono ont des perspectives différentes, ils ont des angles différents, ils ont des approches différentes, tu sais, et donc ils peuvent trouver des solutions différentes. Tu prends un Oliveira, il va faire des choses au sol que tu ne retrouveras pas chez quelqu'un d'autre. Et lui, c'est quelqu'un qui vient du kimono. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que tu vas pouvoir te sortir de certaines situations avec peut-être plus d'armes quand tu viens du kimono que quand tu viens que du nogi pur. Tu vois. Le deuxième des aspects,
c'est que dans le MMA, effectivement, les contrôles sont souvent plus forts. Quand tu combats au sol avec quelqu'un du MMA, tu sens que ses contrôles ils sont précis. Pourquoi il a des contrôles précis? Parce que de toute façon, il faut qu'il stabilise parfaitement bien son adversaire pour pouvoir le frapper sans se faire renverser ou sans perdre sa position. Donc le fait de travailler en kimono et d'être dans cet aspect où ça ne glisse pas, où tu es tenu, où tu vois ce que je veux dire, où tu es entravé par la veste et par le pantalon, bah, ça t'oblige aussi à trouver des solutions pour créer de l'espace. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc le fait de faire du kimono, des fois, pareil, tu sais, tu te dis, voilà, je retrouve un peu cette galère, entre guillemets, qui n'est pas la même parce que c'est pas les mêmes points d'accroche. Mais cette galère de putain, je suis pris, tu vois, t'as la menotte d'Aguestanaise, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver. Tu prends la menotte d'Olivier Michelesco, tu vois, c'est à peu près le même concept. Donc, tu dois survivre avec cette main isolée, tu vois. Et donc, ça t'oblige à trouver des angles, des rotations, des formes de corps pour pouvoir sortir de ces positions-là. Donc, je trouve quand même qu'il peut y avoir un avantage à faire du kimono pour ces aspects-là, en fait, qui vont t'aider dans le MMA, mais qui vont t'aider aussi dans le grappling, tu vois. Parce que forcément, tu l'as dit tout à l'heure, quand quelqu'un vient du kimono ou fait du kimono en parallèle, tu le ressens tout de suite. Tu le ressens dans ses crochets de jambes, tu le ressens dans ses approches, tu le ressens dans ses renversements, tu le ressens dans pas mal de choses. Et quand tu arrives à bien faire la jonction entre les deux, c'est-à-dire transposer ton kimono en nogi, tu deviens quand même fort, tu vois. Maintenant, je suis d'accord avec l'évolution du nogi, avec la Dana Air Squad qui n'est plus la Dana Air Squad, mais voilà, on va regrouper la B-Team et la New Wave en Dana Air Squad, tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois toutes ces personnes-là qui ont su évoluer et qui continuent à faire évoluer des combattants qui performent alors qu'ils n'ont fait que du nogi, tu te rends compte qu'aujourd'hui, voilà, tu peux très bien ne pas en faire. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Et là où je suis d'accord avec toi, par contre, c'est que le sol du MMA, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si tu as une palette technique qui est grande, tu vas devoir l'épurer au fur et à mesure du temps. Parce que tu te rends compte que tout ne marche pas, que tout ne peut pas marcher, parce que tu as une logique qui est celle de la frappe, et que de toute façon, effectivement, tu vas devoir intégrer beaucoup de lutte dans ton sol. Je ne sais pas si ça répond à la question. Moralité, juste si je résume, tout comme toi, on n'est pas obligé d'en faire parce qu'aujourd'hui, c'est possible de faire autrement. Mais de toute façon, faire du grappling pur et se dire je vais être bon en MMA, c'est pas aussi une bonne logique parce qu'il faut que tu fasses du grappling fight en vrai avec des frappes au sol. Mais Ça, il c'est faut une aussi faire du réalité. grappling pur. Mais il faut aussi faire du grappling Parce pur. que le Parce fait, et je le vois là, quand on s'entraîne avec les frappes, en fait, il y a plein de choses que tu n'oses pas faire parce qu'il y a des frappes. Mm. Tu vois, alors que les travailler sans frappe, pour les maîtriser et après rajouter les frappes. Donc il faut faire les deux. Il faut mettre avec frappe et sans frappe. Et là où je vais plus loin encore, c'est que quand tu fais du grappling sans frappe, tu apprends à contrôler les membres de ton adversaire, tu sais, à te placer, à mettre des leviers qui empêchent ton adversaire de te frapper. Enfin, on le voit, hein. Si honnêtement, si on veut ne pas être frappé, c'est relativement simple entre guillemets. Sur les formes de corps, comment bouger tes hanches, comment te positionner pour ne pas être frappé. Ça veut pas dire que tu te feras pas frapper à 100%. Mais honnêtement, quand tu tournes avec quelqu'un du MMA, si tu veux ne pas être frappé, tu peux très bien le contrôler correctement si tu as un bon grappling. Ouais, ouais. Ouais. En tout cas, voilà. Mais un bon grappling que tu auras, où tu prends la logique, en fait, tu vois comment les frappes se mettent en place. Tu sais, en fait, tes leviers, t'as tellement, en fait, t'es tellement à l'aise. En fait, Je suis pas sûr. c'est En ça. fait, en fait, T'es tellement. tu Attends, vois, je termine. vas-y. Tellement tu ne paniques plus, en fait, quand tu es au sol et que ça devient naturel, que quand tu n'as plus que les frappes à gérer, tu vois ce que je veux dire? Ça devient plus simple. Non, je suis pas d'accord. Je pense que t'es faussé en fait. T'es faussé parce que t'as fait du MMA et que t'as pas peur de prendre des frappes. Et c'est ça en fait. Et j'ai fait du MMA aussi. J'ai commencé comme ça et on a fait du grand endpoint, tu vois. Donc j'ai moins peur des frappes qu'un mec qui aurait fait que du grappe. Tu vois, un mec qui a fait que du grappe, je suis pas sûr que même s'il soit très fort, si tu commences à mettre des coups, je suis pas sûr qu'il panique pas. Oui. Non, mais là, je parlais d'un combattant de MMA hein, qui ferait du grappe, qui ferait beaucoup de grappe. Donc, qui Ok, sait ce que c'est que de prendre des frappes. ok. Non, non, je parle pas d'un lambda, enfin, tu sais, d'un mec qui fait du jiu-jitsu brésilien. Non, non, je parle tu sais, je suivais ta logique d'un mec qui ferait du MMA et qui ne ferait que des cours de sol pour travailler son sol Ah MMA. oui, 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 ok. Tu vois?
plus tu vas prendre de l'expérience là-dedans et plus, en fait, plus ton sol deviendra naturel et plus tu n'auras plus qu'à gérer les frappes finalement. Parce que le reste, en fait, ça sera automatique. Tu vois. Donc, non, c'était dans ce sens-là. Donc, en fait, on Ok, est d'accord là-dessus. on est d'accord. Et le kimono, donc, n'est plus une obligation, mais peut rajouter sur ces deux aspects-là, en fait. C'est plus, ouais, c'est plus de C'est la propre à chacun. difficulté. En fait, c'est de Franchement, la c'est propre à difficulté. chacun. Il faut tester. Si tu Ouais. vois que ça t'apporte quelque chose dans ton jeu, tu le conserves, sinon tu le fais pas, c'est tout. Hmm. Ouais. En tout cas, moi, c'était plus ouais, dans la difficulté du kimono qui peut t'apporter, en fait, et te donner une résilience, tu sais, que tu pourras retrouver dans le MMA, tu vois. C'est plus ça. Moi, je sais pas si on a été très clair sur la réponse de cette question. Mais c'est trop vaste en fait. Il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas vraiment de réponse en fait. C'est comme je te dis, il y a des gens sur qui ça va apporter quelque chose et il y en a d'autres non. Ouais, Ça dépend de ton style, ça dépend de plein de choses. ouais. Ouais, mais alors, attends, si. Là, il y a un truc qui me vient pendant qu'on parle. Tu vois, on parlait des contrôles. Tu vois, il y a des contrôles que tu fais en jiu-jitsu brésilien. Tu sais, notamment des spiders, ce genre de choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Où tu prends l'habitude, en fait, de placement, tu sais, où tu vas placer justement tes pieds au niveau du biceps, tu vois, au niveau du biceps, là, au niveau du creux du coude. Où tu sais, quand tu vas tirer la manche, tu vas te placer ici pour pouvoir créer des leviers, ce genre de choses. En fait, c'est typiquement les zones que tu dois contrôler quand tu te fais frapper avec le MMA. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces formes de corps-là, quand même, que tu n'as peut-être pas, que tu retrouves peut-être un peu moins dans le grappling, tu vois, ces contrôles-là, à cet endroit-là. Bon, même si tu contrôles quand même à l'intérieur hein, du biceps et tout. Mais, euh, mais je sais pas, t'as peut-être, tu sais, notamment, je pense, quand la personne se lève et qu'elle commence à te frapper et qu'elle est debout et que toi, tu es au sol, tu sais. Alors, voilà, je vais résumer comme ça. Quand tu es au sol pur ou le mec, il est au sol avec toi, le grappling, tu vois, il suffit, il n'y a pas de problème et tout ça. Quand le mec se lève, en fait, tu as tellement peu l'habitude d'être dans cette configuration-là quand tu es en grappling pur, parce qu'en général, le mec se lève pas comme ça ou toi, tu as un contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, le JJB peut aussi avoir un avantage. Parce que tu as l'habitude, quand tu tiens les manches de ton adversaire, par exemple, et que tu es en spider, ton adversaire, il va se lever. Il va se lever, il va se grandir. Et en fait, ça reproduit un petit peu les formes de corps que tu retrouves dans le MMA quand le mec se lève pour pouvoir ensuite te frapper, te mettre des coups de pied, ce genre de choses. Tu vois, avec tes crochets de la riva, avec ce genre de choses. Tu peux le retrouver le pied à la hanche, tu vois, les pieds à la hanche, les pieds sur les biceps. Tu peux retrouver un petit peu ces aspects-là. Il suffit que tu saisisses un poignet avec un contrôle. Tu vois, il y a plein de choses comme ça que tu peux faire et que tu retrouves beaucoup justement avec Oliveira. Donc ouais, peut-être sur cet aspect-là. C'est vrai que dans la réflexion, peut-être que sur cet aspect-là, le fait d'avoir fait du kimono te donne des perspectives que tu n'auras peut-être pas en grappling. Ouais, ok. T'es-je convaincu? Oui et non. Oui et non. Parce que tu peux faire autre chose. Si tu fais du grab, tu vas faire autre chose en fait. Quand le mec va se relever, bah, tu vas rentrer dans ses jambes. C'est ce qu'on a travaillé la dernière fois. Là, on a fait un peu des deux. En fait, d'un côté, on rentrait dans les jambes, de l'autre côté, on faisait du JJB. Oui, mais du Ah, JB que tu peux faire en nogué aussi. Tu vas non, s'enrouler dans les jambes. non. Si. Ouais, non, peut-être. Bon, en tout cas, bah, dites-nous si vous pratiquez le kimono, si vous faites du MMA et que vous pratiquez le kimono, dites-nous ce que ça vous apporte en plus. Pourquoi vous avez choisi de faire du kimono pour le MMA? Moi, c'est pour les mauvaises raisons. En vrai, quand j'ai découvert les styles MMA, j'ai commencé avec le pancration. Ensuite, après, j'ai bifurqué sur le MMA. Mais le pancration, c'était du MMA en kimono, type Kempo, enfin, ce genre de choses. Donc, forcément, moi, c'était logique que je fasse du kimono parce que, il y a Hmm. ça aussi. C'était logique que je fasse du kimono parce que la discipline que je faisais se faisait en kimono. Donc, Ouais, c'est vrai. si j'avais commencé avec le MMA, peut-être que je me serais mis à la lutte à livrer, tu vois, par exemple, Hmm. logiquement. Donc c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça. Et donc, ça veut dire que j'ai construit mon sol. En fait, finalement, j'ai construit mon sol MMA en kimono au début, dans mes premières années. Ouais. Ouais, mais t'as tout de suite préféré le nogué.
Non, mais moi, je suis un très mauvais ambassadeur du kimono. Et il faut le savoir. Je suis un très mauvais ambassadeur du kimono. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais pourquoi t'as continué le kimono jusqu'à la ceinture noire? Je sais pas, parce que j'aime bien me foutre dans la merde des fois. Je crois que c'est ça en fait. Mais c'est vrai que mon plaisir vient au nogi et si tu me demandes le choix entre les deux, c'est le nogi en premier. Puis j'adore trop les leggings en plus, donc c'est ça aussi. La team Moulax. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur la question. On fait le petit big up. Donc, Ouais. il y a eu les championnats du monde de grappling qui se sont passés entre ce week-end. Enfin, non, ça a commencé lundi, c'est ça, avec les U17, U20, et ça a fini aujourd'hui avec les seniors. En sachant qu'en fait, il y a lundi, mardi, il y avait les U17, U20, lundi, Nogi, mardi, Gi. Mercredi, il y a eu les seniors Nogi, et aujourd'hui, jeudi, les seniors Gi. Donc, au championnat du monde de grappling UWW Qui ont lieu en organisés Pologne. qui ont eu lieu en Pologne, exactement. Pour la petite histoire, championnat du monde où l'un de nos élèves ont participé. Enfin, justement, c'est Anis Asfi qui a fait ses premiers championnats du monde en U20 en moins de 92 kilos. Parce que voilà, il a commencé en septembre dernier. Il a réussi à accéder au pôle France, en tout cas au regroupement France suite à ses résultats. Et puis finalement, il y avait trop de monde dans sa catégorie en moins de 84, donc il a accepté le défi d'aller combattre en moins de 92. Et voilà, bon, il perd au point. Mais honnêtement, déjà en termes d'expérience, c'est déjà un truc extraordinaire. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait. Je savais qu'il allait quand même montrer ses qualités de compétiteur à la base, ce qu'il a fait. Mais en tout cas, voilà, gros respect à lui. C'est déjà le premier big up avant de parler de médaille. Je voulais faire un petit big up à Nice qui nous a bien représenté et qui fait notre fierté parce que faire une progression aussi rapide Ça a commencé en en septembre. ah oui, et Et sans jamais être avoir fait aucun seul. c'est ça. Ouais. Non, Donc bravo. être au plus haut niveau, entre guillemets, au plus haut niveau de la fédération FFL en une saison, franchement, respect à lui. Alors, on passe aux médailles. Ouais, on commence par le Guy. On commence par le. Bah non, on va commencer par le Nogi, puisque Allez, c'est comme commence ça que par ça le s'est Nogi. passé. Donc U17, on a déjà Sana Ndiaye, donc la fille de Bilal du NSM, qui Championne du monde. remporte l'or justement en Nogi. Ensuite, on a en U20, U20. on a Monsieur Karim Adem, qu'on connaît très bien, qui a remporté la médaille de bronze. Ensuite, alors attends, on commence par les U17, U20, on fera les adultes après, Ok. puisque comme ça on suit la logique. Alors moi je les ai pas dans l'ordre. Enfin j'ai U20, U17, U20, U17. Bon, Alors en- U17, on a Mohamed Yayaoui qui fait deuxième et Sana ouais, Ndiaye encore qui fait deuxième. exactement. Et en U20, Ensuite, en U20, on a Bilal Safi qui fait troisième, c'est ça. Abdelmalik Bayo qui fait troisième Ouais, et Ethan Forest qui fait deuxième. exactement. Abdelmalik Bayo, qui est le frère Le de petit Mohamed frère. Bayo. Ouais. Ouais. Donc qui lui performait déjà en son temps dans ce même championnat du monde avant de devenir combattant MMA au Ares. Donc voilà, donc pas mal chez ces petits jeunes. Grosse performance plutôt en gi plutôt qu'en no gi justement. Donc c'est intéressant. Et puis là, après on a eu donc les résultats en no gi. Donc avec le premier jour chez les seniors une autre médaille féminine, donc médaille de bronze pour Alicia Kenney. On a eu une médaille de bronze aussi pour Anthony De Oliveira, qui est un habitué des podiums sur les championnats du monde, championnats d'Europe, justement au WWE, et de toute façon, autres organisations aussi. Et on a une médaille d'or, la seule médaille d'or d'ailleurs des seniors, qui est de Temerlan Azizov, Ouais. donc en Ogi. Donc on a deux champions du monde. On a deux champions du monde, on a le Sana et on a Temerlan. Ouais. Et en Guy, donc on a en argent, on a Monsieur Pierre Manzo, un ami, qui remporte la médaille d'argent. On a encore une fois Alicia Kenney qui remporte la médaille d'argent. On a Anthony De Oliveira qui cette fois-ci prend l'argent aussi en Guy. Et on a Mohamed Djambulatovic qui prend la Magomed, pardon, j'ai dit Mohamed, Magomed, pardon, désolé, qui prend la médaille de bronze sur le tournoi en Guy.
Donc pareil, hein, plus grosse réussite en gi qu'en no-gi. C'est marrant, c'est marrant. Plus grosse réussite en gi, mais les 2 seuls champions du monde qu'on a, c'est en no-gi. C'est vrai, c'est vrai. Avec un Après, total de 14 médailles, 6 troisième places, 6 deuxième places et 2 premières places. ouais, en sachant que quand même, enfin, tu vois, on dit les médailles d'or sont en no-gi. Alors déjà, Temerlan Azizov, je crois qu'il n'a pas combattu en gi, déjà pour commencer. Je crois qu'il a fait que le no-gi. Comme Magomed Djambulatovic, je crois que lui, il a fait que le gi et pas le no-gi. Je crois que je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le cas. Et surtout, ça s'explique aussi parce qu'on est sur 2 jours de compétition où les combattants combattent les 2 jours. C'est-à-dire que tu as déjà ta première journée de compétition dans les pattes quand tu attaques après le kimono. Donc forcément, bah, tu as la fatigue. Alors c'est valable pour toutes C'est les valable nations, pour hein. tout le monde. Bah oui. Ouais, c'est valable pour toutes les nations, mais t'as la fatigue qui s'installe. Et tu vois, par exemple, Sana, je sais pas pourquoi, je sais pas, hein, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que sur ses derniers combats, je la voyais un petit peu boiter. Donc ça se trouve, elle s'est peut-être fait mal et ça peut jouer aussi, tu sais, après pour aller chercher ta première place, tu vois. Donc, parce que Sana, elle avait complètement le potentiel pour faire une double médaille d'or. Ouais. Mais le fait qu'il y ait, bah, là, il y ait que 2 champions du monde et que je vois des résultats des mecs comme Anthony de Oliveira qui font que troisième en nogi, alors que Mm. c'est un monstre. Il a déjà gagné ses championnats. Ça montre quand même qu'il y a quand même du niveau en UWW, hein. C'est pas aussi simple que ça, hein. Alors, ouais, mais je vais tempérer la Et il chose y a le quand même. règlement aussi. C'est ça. C'est qu'il y a le règlement qui joue énormément. C'est-à-dire qu'il faut savoir que déjà, quand tu tires la garde, tu donnes 2 points à ton adversaire. Que la lutte, elle est bien favorisée par le règlement. Que si tu sors du tapis, si on te pousse en dehors du tapis et que tu mets même ne serait-ce qu'un demi-pied en dehors du tapis, tu donnes 1 point à ton adversaire. Donc il y a ça qui joue. Par exemple, nous, Alors, on voit à Nice, je suis, les 3 quarts des points qu'il a perdus, c'est parce qu'on l'a poussé dehors. je suis Tu vois. d'accord, mais les mecs en senior, ça y est, ils sont habitués à ce règlement. Tu vois, Bien sûr. ça rentre plus en compte le fait le règlement est à notre désavantage parce que c'est le règlement avec lequel ils évoluent depuis des années maintenant. Donc, non, c'est juste qu'il y a du niveau, c'est tout. Oui, oui, non, mais le niveau, il n'est pas forcément en grappling, tu vois. C'est un niveau aussi. On sait que la plupart Ça, des. c'est au Parce que niveau en c'est les- lutte, en. Ouais, mais bien voilà, sûr. parce que c'est les championnats du monde, mais quand tu regardes les nations, c'est la Roumanie, c'est l'Ukraine, c'est la Russie, enfin, tu vois, c'est surtout des pays de l'Est, tu vois. Et on sait que leur niveau en lutte, je parle au niveau global, tu sais, même de n'importe quelle personne qui vit là-bas, tu vois, qui est sportive dans les sports de combat, leur niveau en lutte est meilleur que le niveau français. Tu vois, je dis pas aux Jeux Olympiques, ils font plus de médailles que les Français ou quoi que ce soit en lutte pure. Je sais pas ce que je suis en train de dire, Bah, si, mais c'est vrai, hein. c'est vrai aussi. Mais je veux dire Mauvais exemple. non, mais le niveau en lutte générale des sportifs, des combattants des pays de l'Est est bien meilleur que celui des Français. Tu vois. Et ça joue beaucoup parce que quand tu regardes à l'époque où les Français faisaient, à la base, les Français c'était la première nation. Moi, quand j'ai commencé avec la FINA, les Français raflaient tout en grappling. Tu vois. Ça a commencé à changer quand les Polonais sont arrivés. Parce que les Polonais, eux, pour le coup, ils ont un niveau de grappling qui est extraordinaire. Franchement, ils sont très, très forts. Mais c'était un règlement qui était moins favorable aux lutteurs à l'époque, parce que tu n'avais pas cette histoire de, tu pouvais tirer la garde si tu le souhaitais, enfin, tu n'avais pas la sortie Hmm. qui donnait un point à ton adversaire. Petit à petit, quand ils sont rentrés surtout à l'UWW, hein, qui est l'Union World Wrestling, tu vois, ça veut tout dire de toute façon. À partir de, bon, je te dis ça, mais avant c'était Fédération de lutte et discipline associée, Fédération internationale de lutte et associée. Encore une fois, ça change pas grand-chose. Non, mais en tout cas, quand il y a cette. Le mec a que des exemples de merde. Va te coucher. Il est 2 heures du matin. J'ai juste envie de me dire, je me dis à moi-même, va te coucher, ça va mieux. Ça ira mieux demain, tu vois. Mais non, en tout cas, depuis que c'est passé à l'UWW et que le règlement il a changé, on sent qu'ils ont encore passé un step dans le fait de favoriser les lutteurs. Tu vois. Ouais. Donc voilà, parce que on va dire que nous, le grappling ou le jiu-jitsu brésilien, on l'entend dans le règlement du jiu-jitsu brésilien en France pour la plupart. Donc on n'est pas forcément, tu vois, par exemple à la Z-Team, là où j'ai passé mes grades, on n'a jamais lutté. Tu vois, on commençait toujours cul au sol. Donc forcément, c'est le cas pour 90%, même si ça change aujourd'hui, hein, mais 90% des gens qui ont été formés en jiu-jitsu brésilien en France, ils ont été formés à ne pas lutter forcément, mais plus à tirer la garde. Donc, il y a ça à rattraper. En fait, on part avec beaucoup de temps de retard par rapport aux pays de l'Est.
Et comme le règlement favorise énormément la lutte et les lutteurs, bah forcément, bah tu peux gagner. Tu peux gagner. Je vois à Nice, par exemple, je pense principalement à son combat en nogi. Clairement, le mec, Anis m'a dit que son adversaire lui a dit qu'il venait de la lutte gréco-romaine, tu vois. Et un bon lutteur en gréco peut gagner contre un grappleur dans ce règlement-là. Ah, clairement. Bah, Bah déjà, oui, il va faire que de sortir du tapis. bah c'est ça. Et c'est ce qu'il a fait. Quand tu regardes bien, les trois quarts des points, il l'a sorti du tapis, après il l'emmène une fois sur une grosse amenée, et c'est tout. C'est tout. Mm. Et encore, cette amenée, il la stabilise même pas forcément, tu vois. Non, il a fait un combat de lutte. Le mec, il a fait un combat de lutte gréco, il a gagné son combat comme ça. Donc c'est ça qui joue aussi. Mais bon, 14 médailles quand même. 14 médailles, c'est pas rien. C'est pas rien. Je n'ai pas le classement de la France au général, tu vois, mais parce qu'il y a le classement général après hein, des Mhm. nations. Je sais pas s'ils étaient sur le podium ou pas, mais en tout cas, c'est quand même une belle performance. C'est quand même une belle performance. Donc bravo à cette équipe de France. Ouais, yes. Je regarde si je voyais le classement là, mais c'est pas sorti encore. Bah, soit c'est pas sorti, soit on n'était pas dessus. Soit on n'était pas sur le podium. Aussi. Ce qui est possible aussi. Hein. Ce qui est possible aussi. Donc, parce que quand tu regardes, vu qu'il y a beaucoup quand même de médailles de bronze, d'argent et peu d'or, tu sais, parce que ça compte. Les médailles, en fait, en fonction de la valeur de Bien la sûr. médaille, tu as plus de points. Donc c'est possible qu'on soit au pied du classement, quoi. Ouais. Donc voilà, quoi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Prochain épisode. Prochain épisode, je vais mettre des gros guillemets. J'aimerais le faire. Je pense que toi aussi. Fioro Namajunas. L'analyse de ce combat. En sachant qu'on a déjà analysé Rose Namajunas, donc c'est plus rapide avec elle, mais c'est plus Manon Fiorot qu'on n'a jamais analysé, et donc voilà, il faut prendre le temps de le faire. Je mets des guillemets, j'aimerais le faire, mais vu on doit partir à Rennes pour passer un grade samedi, et que après effectivement il va y avoir la Fight Week. Donc si on arrive à caler un petit moment pour préparer ce podcast-là, on le fait avec grand Ouais. plaisir. En fait, on sait pas du tout à quoi s'attendre au niveau de la Fight Week. Donc, ça va dépendre de ça. Ouais, c'est ça aussi. Hein. C'est comment on va être pris sur cette Fight Week. C'est la première. Donc tout dépend à ce niveau-là. Si jamais c'est possible, on le fait. En tout cas, ce combat-là, pas les autres, parce que ça demanderait beaucoup trop de travail. Et puis Cyril Gane, on l'a déjà beaucoup analysé, donc c'est pas la peine de refaire une énième analyse de Cyril Gane, même si Spivak, on l'a jamais analysé, mais bon, voilà. Et puis, ce serait bien d'analyser ce combat féminin justement de Manon Fiorot. Et puis, pour Euh, beaucoup, pour nous et aussi dans les commentaires, hein, ce qu'on constate, c'est que c'est un peu le main event des connaisseurs. oui, oui, oui. Puis c'est un combat qui a beaucoup d'implications Mm. derrière. Parce que c'est le combat qui va amener une des deux au title shot. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il a un gros intérêt, en fait, ce combat. Donc on va faire ça. L'actu, on le repousse d'une semaine. Et puis on fera le podcast de débrief de cette UFC Paris numéro 2. Donc voilà quoi. Je pense qu'on a Ouais. fait le tour. Yes. Abonnez-vous, likez, partagez, posez-nous des questions, mettez les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. C'est toujours un plaisir de vous répondre, toujours, c'est toujours un plaisir de répondre à vos questions. Donc on essaie de le faire toujours avec le plus de professionnalisme possible. C'est pas professionnalisme que je cherche comme mot, mais j'ai plus mes mots. C'est le plus de sérieux possible. Tu vois, Je c'était un pense mot que très tout le monde, simple. je pense que tout le monde a compris que tu n'avais plus tes mots. Oh putain. Non, du sérieux. On essaie de le faire avec beaucoup de sérieux. Donc voilà. Donc un vrai plaisir. Merci à tous. Julien, qui a fait découvrir Julien Casier de la Gracie Barrage. J'arrête pas de parler de lui en ce moment, mais pas aussi. Il a qu'à arrêter de parler de notre podcast partout. Non, continue. Il a pas justement. Il a été coach de l'équipe de France junior des U17 et des U20. Et d'après ce que j'ai compris, notre podcast a passé les frontières puisqu'il a fait la pub en Pologne de notre podcast. Donc bon, C'est bien ça. on va devoir sous-titrer en polonais dans pas longtemps, mais c'est pas grave. Écoute, ça fera un peu plus de travail, mais on y pensera. Donc dawaj, zdrowie, et puis voilà, De toute on façon, va tu dors continuer. pas de la nuit, donc t'as que ça à faire. Vas-y, fais des traductions en toutes les langues.
Non, mais c'est le cyrillique, en fait. Si c'était l'alphabet classique, tu vois, latin, je dis pas, mais l'alphabet cyrillique, je crois que je vais avoir un petit problème. Sech, Zoresh, Zoresh. Donc, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!